Hello YouTube, ici Ricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso. Et on est parti pour un épisode à travers les cartes. Et oui, ça fait un petit moment, hein, j'ai mis pas mal de temps, je suis désolé. Mais cette fois, nous y sommes. La suite et la fin, partie 2, donc en deux parties comme j'avais dit. Du lore Héritage du Monde. Et comme j'ai dit encore une fois, désolé pour cette attente parce que j'avais fini la première partie, que je n'avais même pas encore commencé à faire la deuxième. Et par conséquent, diapo, ça prend du temps, tout ça, tout ça. Donc voilà, votre patience va être récompensée, ça y est, je vais pouvoir parler de la suite de cette histoire. Et ça tombe bien d'ailleurs que j'ai mis du temps, puisque il s'est passé un petit quelque chose pour ceux qui en sont à l'extension R du Seigneur suprême, enfin R du Roi suprême, je crois d'ailleurs, hein, c'est avec la nouvelle pendule Zark. Euh, il y avait une nouvelle carte qui est sortie en plus seulement en TCG et que j'ai pu me permettre du coup de rajouter au dernier moment pour mon script. Donc que ce soit très clair pour ceux qui suivent le lore première et deuxième partie. Donc dans cet épisode, je vous dis que je verrouille le lore à partir de l'extension qui a suivi. Je sais plus, j'allais dire les vaillants tacticiens, mais je crois que c'est pas ce nom-là, c'est avec les centurions, etc. C'est de cette extension que je verrouille le lore. Donc toutes cartes qui seront sorties après, on va dire Rarity 25, parce que l'extension d'après, il n'y en a pas eu. Ce sera beaucoup mieux, comme ça vous avez le genre. Donc décembre 2023, début décembre 2023, toutes cartes qui sont sorties qui concernent le lore Héritage du Monde, ne seront pas affichées puisque je me suis arrêté à ce moment précis. Voilà, vous êtes prévenus. Et du coup, on va pouvoir commencer, parce que je ne vais pas trop parler d'introduction, puisque vous le savez, et je rappelle une dernière fois, avant de repartir sur cette partie, que c'est un lore qui est ma version d'Héritage du Monde, inspiré de plusieurs versions que j'ai vues et remanié à ma sauce pour que ça soit présentable et que je puisse trouver une certaine logique sur certaines questions mises en suspens. Donc, les révélations sur le lore, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que le monde va être sauvé? Est-ce que les objets héritages du monde vont être réunis? Est-ce que l'héritier va pouvoir combattre ces grands ténèbres? Vous allez patienter parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Mais c'est dans cet épisode. Alors, avant de passer à la suite, un petit rappel de où est-ce qu'on en était. On était à la fin du chapitre concernant les chevaliers de cauchemar. Et nous retrouvons nos amis Oram, Ningirsu et Imdik en compagnie du corps de Ib. Ib s'est sacrifié, je vous rappelle, dans l'histoire. Li, la fée qui devait les guider pour réunir les 7 objets héritages du monde, les a trahis et a voulu devenir l'héritière à la place de l'héritier ou l'héritière. Sachant que actuellement, on ne sait pas encore qui est l'héritier héritage du monde, mais eux-mêmes jouent le rôle des vaillants héros et de potentiels armées pour que l'un d'eux puisse devenir l'héritier et combattre les fameux grands ténèbres. Confirmé évidemment par les mecs chevaliers, tout ça, qu'ils ont dû se confronter, il s'est passé tellement de choses. Revoyez la partie 1. En tout cas, la menace des mecs chevaliers et des crawlers, c'est terminé, mais au prix d'un grand sacrifice. La petite sœur de Ningirsu, prêtresse et gardienne de la clé héritage du monde, est morte. Et du coup, Ningirsu arrive après ce fameux combat, puisque lui il était occupé d'affronter toute l'armée, enfin presque toute l'armée des chevaliers cauchemars, tandis qu'Oram a failli se faire tuer par Li qui était à sa merci en quelque sorte. Et de fil en aiguille, c'est passé ce qui s'est passé après. Donc, et là je vais pouvoir y aller sérieusement, fini la sorte d'improvisation dans tout ça. Désolé. Donc Oram explique la situation, puisque Ningirsu est complètement désemparé, veut savoir ce qui est arrivé, qui a tué Ib, etc. Oram lui explique son sacrifice, tout ça. Et une longue discussion a lieu entre les trois autres, savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Chose à savoir qui est important, il faut retourner au village. Le village les attend, il voudrait avoir des nouvelles, et il faut aussi leur annoncer la bonne nouvelle, et aussi la mauvaise nouvelle du coup. Comme quoi, la menace des crawlers, donc les insectuosités, mais là on peut l'appeler sur leur nom d'archétype tel que nous le connaissons, les crawlers ont été vaincus, exterminés, ça y est, génocidés même, si je puis dire.
Et les mecs chevaliers ont eux aussi été vaincus. Donc les deux plus grandes menaces de la planète ont été éradiquées et il est enfin temps de sortir les petits groupes de villageois de leur cachette et de pouvoir reconstruire la civilisation telle qu'ils l'ont connue à l'époque d'avant la grande catastrophe. Cependant, Ningirsu ne compte pas rentrer au village tout de suite, prévient Oram qu'il va aller dans une sorte de pèlerinage, même si en vrai le terme de pèlerinage c'est de suivre la voie qu'avait suivi un élu. Là non, il va juste partir en quête, ce sera beaucoup mieux ce terme là, de trouver un lieu de repos dans lequel il puisse enterrer dignement sa sœur qui a été sacrifiée, et impose à Oram d'utiliser cette lame, donc la lame qui a été utilisée qu'a utilisé Ib pour se sacrifier, pour le pointer comme une noble héros qui s'est sacrifié pour le monde. Donc Oram accepte, donc lègue cette lame à Ningirsu, et Ningirsu s'en va tranquillement devant, en cherchant tranquillement ce lieu de repos. En attendant, c'est Oram qui s'y colle et retourne immédiatement dans le village pour annoncer la bonne nouvelle, et aussi la mauvaise nouvelle, puisque le prêtre, voyant que Oram et Imduk, se demande ce qui s'est passé, et explique que Ningirsu part trouver un lieu de culte pour enterrer sa sœur et laisser une sorte de grande mémoire à l'occasion de son sacrifice, et reviendra quand il aura fini sa quête. On en arrive du coup au chapitre suivant, l'armée Croisédia, c'est le nom que j'ai donné, vous allez comprendre pourquoi, puisque généralement chaque chapitre, comme vous avez vu en partie 1, annonce un archétype qui est sorti au fur et à mesure. C'est ça qui est bien avec ce lore, c'est que ce lore respecte la trame, à quelques exceptions près, vous allez voir. Donc deuxième arc, du coup, c'est ça qui est bien. Puisqu'il va y avoir un petit ellipse dans notre histoire, puisque les années se sont écoulées depuis l'histoire des Chevaliers de Cauchemar et de l'attaque de Lee pour la conquête de devenir l'héritière et de prendre le contrôle pour vaincre les Grands Ténèbres et imposer sa loi, en quelque sorte. Et Oram, qui était encore débutant au maniement de sa seule lame qui lui reste, donc cette épée là, s'est entraîné très dur, très dur, et tel un shonen, il a eu un power-up de ouf. Gros power-up, maintenant c'est plus le jeune homme qui apprend les armes, maintenant c'est limite, c'est devenu le maître, hein. C'est à son tour d'être devenu l'un des meilleurs guerriers du village, si je puis dire, même s'il n'y a plus trop besoin, puisque les grandes menaces ont disparu depuis un bon bout de temps, hein, depuis quelques années maintenant. Et tout ce qui reste, c'est la chasse, hein, mais bon, Oram est plus concentré à essayer de devenir à son tour le pseudo-prêtre du village, même s'il n'y a plus besoin de barrières. Mais il s'est entraîné à pouvoir manier une barrière, il en a fait à peu près la même chose que Ib faisait quand elle était sous le pouvoir du calice. Et a continué à modeler son armure et en fabriquer une pour son dragon qui lui aussi, Imduk, est devenu adulte. Cette fois, c'est pas la transformation grâce au pouvoir du calice, c'est son corps naturel. Donc les années passent et il est temps pour Oram de reprendre sa quête, puisque on rappelle que la quête de collecte des objets héritage du monde ont été mis en suspens à cause de tout ce qui s'est passé, que Oram devait s'entraîner évidemment pour pouvoir faire exactement ce que faisait Ib lorsque Lee l'entraînait à pouvoir prendre les pouvoirs des objets héritage du monde dans la clé pour pouvoir les utiliser plus tard, et Oram se sent enfin prêt à partir et enfin récupérer les autres objets héritage du monde, car je rappelle que à part le calice, ils en ont aucun autre. Néanmoins, il va avoir une deuxième quête à faire, puisque malgré toutes les années, Ningirsu est resté abonné absent. Il n'est jamais revenu du village, et ça devient inquiétant pour Oram et Imduk. Donc il annonce au village qu'il va partir, il va essayer de... c'est la prophétie de... Comment on dit de réaliser cette prophétie en se désignant enfin héritier, puisque c'est le seul qui est capable de manier la clé, qui est devenue épée, et pour l'instant son armée est constituée que de son vaillant compagnon, le dragon Imduk, en rappelant que le prêtre est d'accord dans le sens où Imduk est censé être le gardien protecteur
du prêtre qui doit manipuler la clé, et actuellement c'est Oram qui sait le manipuler, donc Imduk, qui est à la fois ami d'enfance, va jouer son rôle de gardien comme il se doit. Donc ils partent tous les deux en direction des objets héritage du monde et vont commencer par les objets héritage du monde qu'ils avaient déjà conquis, si je puis dire. Donc, les héritages du monde qu'ils ont déjà vus. Et le plus proche après le calice, vous le savez, c'est bel et bien l'armure. Cependant, avant d'arriver, Oram constate que malgré le fait qu'il connaissait par cœur l'emplacement de l'armure, il n'arrive pas à le situer avec son aura. Puisque je précise que maintenant Oram est lui aussi capable de détecter les auras. Il arrive tellement bien à manipuler les pouvoirs de la clé et du calice qui est contenu dans sa partie de clé, qu'il est maintenant lui aussi capable de détecter les auras, et notamment les auras des objets héritage du monde. Et il se trouve qu'en arrivant au niveau de l'armure, il constate qu'il y a un petit problème au niveau de l'armure, car il n'y a pas d'aura. L'énergie de l'armure héritage du monde est absent, ce qui n'est pas normal. Donc Oram commence à s'inquiéter, il commence à faire le rapprochement avec l'absence de Ningirsu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sait pertinemment que seule l'utilisation, après un peu d'entraînement, de la clé permet de récupérer partiellement ou complètement les pouvoirs d'un objet héritage du monde. Pas tout à fait, mais il permet de récupérer ses pouvoirs le temps que l'objet héritage du monde se recharge au fur et à mesure. C'est ça le vrai principe. Ça, je vous le dis pour vous, mais ça, Oram, il ne le sait pas encore. Et là, actuellement, c'est ce qui s'est passé. Donc, pour lui, soit quelqu'un est capable de récupérer, ou quelque chose, n'importe quelle entité, ou il y a un autre truc qui ressemble à la clé, mais il y a au moins quelque chose qui est capable de récupérer un pouvoir d'objet héritage du monde, soit quelqu'un utilise l'autre morceau de la clé, donc la deuxième lame, à sa guise, ce qui signifie entre autres que la tombe d'Ib serait profanée, que Ningirsu, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il est au courant que la tombe d'Ib a été profanée, et qu'il va chercher le responsable parce qu'il est ultra vénère. Donc pour l'instant il n'y a aucune confirmation, pour l'instant il est possible que l'armure, puisque on rappelle que Lee a fait quelques manipulations pour mettre l'armure en mode repos total, pour éviter à nouveau une menace crawler, fait que l'armure a peut-être perdu toute son énergie et qu'il faudrait faire quelque chose pour le recharger. Malheureusement, cela va prendre du temps pour l'armure de se recharger, puisque Oram n'est pas très doué pour activer ou désactiver un pouvoir héritage du monde, ça doit se recharger tout seul. Donc, c'est mort pour l'armure héritage du monde. Il se démoralise pas, il va aller voir d'autres objets héritage du monde qu'il connaît, il y en a deux autres à aller récupérer. Mais au moment de partir, notre cher Oram va sentir quand même un petit bout d'aura qui ressemble à celui de l'armure. Donc finalement, il y avait peut-être quelque chose, mais mauvaise nouvelle, il ne s'agit pas du pouvoir de l'armure. C'est juste, disons, un crawler qui s'est, par miracle, pendant toutes ces années, resté éveillé, a réussi à survivre pendant toutes ces années, pendant la bataille des crawlers, GG à lui en tout cas, a réussi à essayer de se reconstruire de lui-même et s'apprête à attaquer Oram par derrière, mais Oram étant capable de détecter les auras, réflexe, se retourne et plutôt que de combattre le crawler, utilise toute sa maîtrise de la clé et de l'objet calice héritage du monde contenu en elle pour transformer ce crawler en animal de compagnie, si je puis dire. Ce qui montre pertinemment qu'on est clairement dans un shonen. Avant, Oram avait un peu de mal à affronter 50 000 crawlers, qu'il était obligé de les pourfendre à coups d'épée. Là, c'est juste une pensée, un petit coup de lame de lumière sur le crawler, transformation, animal de compagnie. Donc vous voyez que Oram a énormément progressé depuis la dernière fois. Et c'est à peu près tout, hein. C'est le message qui a été annoncé pour ce genre de truc. Néanmoins, il se passe quand même un truc un peu étrange une fois que le crawler s'est transformé,
puisque Oram et Imduk, ayant conscience après que son aura d'armure s'est apaisée et que c'est plutôt un pouvoir de Calice qui a pris le dessus, le crawler regarde Oram, Oram regarde le petit crawler dans les yeux, Oram d'un seul coup hoche la tête. Bizarrement, le crawler fait de même. Et Oram et Imduk se séparent de ce crawler. Ils partent en direction de l'est d'un seul coup. Alors difficile de savoir ce qui s'est passé. C'est comme si Oram disait à ce petit crawler, une fois qu'il l'a transformé, tu sais ce que tu as à faire. Ce que le crawler, en acquiesçant à son tour, lui a fait, oui, il n'y a pas de problème. Donc il semblerait que Oram lui aurait donné quelques directives et chacun vont partir dans leur direction, sachant que le crawler est plutôt lent et vient tout juste d'être reconstruit de lui-même après toutes ces années, est plutôt mal au point dans le sens où il n'y a pas les pouvoirs de l'armure pour l'emmagasiner en pouvoir. Ça va prendre du temps pour ce petit crawler de s'adapter à sa transformation en familier avant de potentiellement rejoindre Oram et Imduk. En tout cas, Oram et Imduk n'ont pas le temps de l'attendre, ils partent devant, si je puis dire, et partent en direction des prochains objets qu'ils connaissent, à savoir la lance et le bouclier. Et par rapport à l'armure où il pouvait y avoir une inquiétude dans le sens où l'armure s'est déchargée complètement suite à la manipulation de Lee pour éviter que les crawlers se réveillent à nouveau, là, il n'y a pas de doute, Lee n'avait rien manipulé sur la lance et le bouclier, et là encore, il n'y a pas d'aura. L'aura de la lance et du bouclier ont eux aussi disparu, et cela va confirmer la théorie comme quoi quelqu'un utilise l'autre lame, l'autre morceau de la clé héritage du monde du coup, à des fins personnelles, à croire qu'il y a de la concurrence en ce qui concerne l'héritier. Donc est-ce que c'est le vrai héritier qui s'est enfin réveillé, a récupéré la lame dans la tombe d'Ib, et Ningirsu est vénère. Voilà. On n'en est que là pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et du coup, Oram et Imduk n'ont plus rien à faire ici. Et par rapport aux autres héritages du monde qui n'ont pas d'aura, pour le prochain objet, il va détecter un aura en direction de l'est de leur position, donc par rapport à la lance et du bouclier. Et il va se dire de toute façon que si tous les objets héritages du monde ont eu leur pouvoir volé, si je puis dire, ou il a récupéré, devant un potentiel objet héritage du monde, il va finir par croiser celui qui est en train de les récolter en même temps que lui. Donc c'est une course contre la montre, mais quoi qu'il arrive, Oram va finir par rencontrer cette personne mystérieuse. Donc il se met en direction de l'est. Il va entrer aux abords d'une forêt, hein, en mode pas discret en plus, car il sent que le prochain objet héritage du monde se trouve à l'intérieur de la forêt, mais aussitôt qu'ils entrent dans cette forêt, ils sont tout de suite interceptés par un groupe d'individus, à savoir quelques elfes, un lion et un gnome mage, si je puis dire. Et c'est les elfes qui vont prendre la parole les premières, enfin l'une d'entre elles en tout cas, celle qui est là. Ouais, je veux dire comme ça. Donc l'elfe est là en mode halte là, que faites-vous là étranger, vous n'avez rien à faire ici, ce site est un site sacré, veuillez repartir. Oram m'explique que s'il est venu c'est parce qu'il a senti l'aura de quelque chose qu'il a besoin, il y a quelque chose dans cette forêt qui l'intéresse, il est venu juste le récupérer, il repart aussitôt. Les elfes lui répondent sincèrement que c'est justement à cause de cet objet sacré qu'il n'est pas la bienvenue, qu'ils sont là pour le garder et ils n'oseront jamais lui céder à sa demande. On arrive à ce moment où les deux parties sont complètement en désaccord. L'une des parties veut qu'il s'en aille, l'autre partie veut expliquer que la prophétie, tout ça, que c'est lui l'héritier, que les elfes répondent oui, on est au courant de la prophétie, mais cet objet est extrêmement dangereux, tout ça. Et la conversation va finir par tourner vers les elfes qui vont lui raconter une histoire en lui expliquant que ces objets héritage du monde, parce qu'ils savent ce que c'est, sont extrêmement dangereux. Nous en avons subi les conséquences il y a très longtemps, car à ce moment-là, petite ellipse, enfin petite interlude même, j'ai dit ellipse, non, c'est petite interlude, ellipse c'est pour voir dans le futur. Interlude, donc on va faire une parenthèse dans l'histoire.
Donc vous devez prendre en compte que là, les elfes vont raconter l'histoire, donc quelque chose que j'ai pas pu vous raconter en première partie parce que je voulais le laisser en suspens pour ce moment précis, la fameuse grande catastrophe. Je vous ai juste dit que pendant cette grande catastrophe, le monde a été mis à feu et à sang et environ 80-90% de la population de cette planète a été éradiquée. Il est peut-être temps que je vous explique pourquoi, mais je vais vous l'expliquer avec mes mots, sachant que tout ce que je vais vous dire, les elfes vont leur dire à leur manière à Oran. À quelques points près où je vais vous donner plus de détails que les elfes. Alors, revenons un peu ou beaucoup dans le passé, on ne sait pas si c'était avant la naissance d'Oram ou si c'était bien avant, je n'ai pas les dates précises, mais en tout cas, à un moment précis, comme vous pouvez le constater, la civilisation se passait extrêmement bien. Je tiens à le rappeler si je ne l'avais pas dit en première... Enfin, je tenais à vous le rappeler si j'ai dit en première partie, mais là, il faut quand même que je vous explique plus en détail que cette civilisation a extrêmement bien évolué en termes de technologie et de magie, ça je l'ai dit. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que c'était un havre de paix. Il n'y avait pas de faction, personne n'était en guerre, tout le monde s'unissait, hein, tout le monde ne formait qu'un. Et pour vous dire, plusieurs créatures d'espèces différentes, notamment les elfes et les humains par exemple, s'entendaient extrêmement bien. Sauf qu'il y a toujours un petit problème pour cette civilisation, c'est la seule chose qui les inquiète au plus haut point, la prophétie. La prophétie qui dit qu'un héritier viendra combattre les grands ténèbres accompagné de son armée, en transformant la clé en épée. Seulement voilà, des dizaines, des centaines d'années sont passées et l'héritier n'est toujours pas là. Alors que les grands ténèbres peuvent surgir et frapper à tout moment. Et ça, cette inquiétude va les obséder au point d'en arriver à une conclusion. L'héritier ne vient pas, qu'à cela ne tienne, si on n'arrive pas d'avoir d'héritier légitime, donc génétique, par le fait de la naissance d'un héritier, essayons donc d'en fabriquer un artificiel. Comment fabriquer un héritier artificiel? Le plus simple, c'est que dans artificiel, on pense toujours aux robots, intelligence artificielle, tout ça. Et un groupe de scientifiques a décidé d'utiliser leur technologie pour créer des robots capables d'être des héritiers et armées artificiels. Donc ils ont commencé par essayer de fabriquer une machine qui serait capable d'être en symbiose totale avec la clé. Donc ils ont fait beaucoup de recherches avec la clé, comme vous pouvez le voir. Ils en ont déduit un modèle, un très grand modèle, et ce modèle va être l'héritier attendu. Je le mets entre guillemets comme ça. Les premiers tests sont plutôt positifs. La clé arrive à entrer en symbiose avec la machine. La machine arrive extrêmement bien à manipuler la clé. Tout se passe bien. Du coup, on enchaîne. Si on a créé l'héritier avec la clé, il faut créer son armée. Qu'à cela ne tienne, il y a 7 objets héritage du monde qui traînent. Pourquoi ne pas créer cette machine? Un qui posséderait les pouvoirs, enfin, dont la source de pouvoir serait un des objets héritage du monde, comme chevalier fervent de cet héritier mécanique. Un dernier détail qui est important sur la programmation de cette machine. Le seul ordre qu'il a, c'est abat tout ce qui est grand ténèbres, tout ce qui est source de pouvoir maléfique, tel que les grands ténèbres attendus, sans exception. Et c'est là que ça va partir en cacahuète, car vous le savez, je l'avais dit en introduction, les êtres qui sont nés sur cette planète possèdent en eux un petit fragment de ces grands ténèbres, de ces pouvoirs maléfiques. Car je rappelle que la prophétie a légèrement changé dans son contexte. Et c'est là-dessus que un drame, une grande tragédie même si je puis dire, va avoir lieu, car la machine se met en route, commence à partir tranquillement, va rechercher toute menace, donc tout ce qui est source de ténèbres, qui pourrait faire surgir les grands ténèbres, et voit des centaines de milliers de petits points un peu partout sur sa carte, et commence à faire un nettoyage, sacré nettoyage de printemps, si je puis dire. Donc cette machine est devenue complètement incontrôlable, puisque intelligence artificielle, alors que les autres machines
allait être sur le point d'être activé pour servir de bras droit à celui-là. Heureusement qu'ils n'ont pas activé les autres machines tout de suite, ils ont pu les reprogrammer, parce que il faut combattre le mal par le mal. Personne n'arrive à arrêter cette chose, car il a les pouvoirs de la clé, et je peux vous garantir que c'est un Terminator complètement indestructible contre n'importe quel humain et elfe. Heureusement, eux, ils ont leurs autres machines, et pour la programmation, cette fois, ils ont demandé à ces mecs chevaliers, on appellera plus tard comme ceci, plutôt que d'asservir leur héritier, ils devront le combattre par tous les moyens possibles sans exception. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande bataille entre les mecs chevaliers et leur pseudo-chef qui ne l'est plus. Donc difficile de savoir si pour lui c'est des traîtres ou pas. De toute façon, il n'avait pas distingué le fait que eux seraient son armée. Donc qui plus est, je tiens à préciser que notre ami voit en ces 7 êtres une énorme source de pouvoir ténébreuse, bien plus grosse que les milliers de petits points qui se sont éteints les uns après les autres sur son passage. Donc croyez bien qu'il en fait sa priorité absolue. Les autres, étant programmés pour exterminer ça par tous les moyens possibles, en font eux aussi leur priorité absolue. Et un combat complètement hors norme pour les autres qui sont seulement spectateurs a lieu. Elle va durer un certain temps, mais un petit coup de pouce de nulle part va venir aider, parce que un être qui possède, qui est en symbiose totale avec la clé héritage du monde, a l'avantage sur des trucs qui viennent d'une source un peu moins fort, puisque je rappelle que la clé est capable de manipuler les pouvoirs en vrai, mais elle ne fait pas que. Heureusement, comme j'ai dit, un petit coup de pouce, disons un rayon énorme sorti de nulle part, arrive à toucher notre fameux étoile du matin, c'est le nom qu'on a donné à cet être hors de contrôle, et a permis au mec chevalier de prendre l'avantage et de terrasser le monstre. La clé va être rapidement récupérée par les humains, et les autres mecs chevaliers vont se mettre à la tâche à leur tour, et plutôt que en programmation exterminer toute menace qui pourrait créer les grands ténèbres, il serait plutôt à même d'empêcher que ces grands ténèbres viendraient à survivre. Je l'ai mal dit, je vais le refaire quand même parce que c'est subtil. Je rappelle, excusez-moi, hein. C'est pour ça que je le fais en live, c'est comme ça que j'ai pas à faire couper, je le refais. Donc, Étoile du matin avait été programmée pour exterminer tout ce qui est source de pouvoir de grands ténèbres. Eux n'ont pas à faire ça, à la place, ils ont été programmés pour empêcher quoi que ce soit qui pourrait aboutir à la création des grands ténèbres. Cette petite différence qui fait que ces mecs chevaliers, eux aussi, vont finir par être hors de contrôle, mais plutôt que d'exterminer les humains et toute créature née de la planète, ils vont plutôt régner une sorte d'ordre mondial à leur manière, en disant que les êtres nés de cette planète ne sont pas dignes d'essayer de combattre ces grands ténèbres, car ils sont eux-mêmes source de grands ténèbres. Malgré tout, ils sont programmés pour se soutenir les uns des autres, donc même s'ils ont une énorme source maléfique en eux, ils n'ont pas à se combattre les uns les autres. Voilà pourquoi les mecs chevaliers vont devenir potentiellement les nouveaux maîtres du monde, et pourquoi les villageois, même si ils pouvaient quand même essayer de faire quoi que ce soit, s'ils allaient un peu trop loin, les mecs chevaliers allaient les exterminer. D'où le fait qu'ils se sont planqués chacun dans des petits villages et se faisaient plutôt discrets. Croyez bien que des créatures comme ça pouvaient facilement génocider toute espèce qui se trouvait sur cette planète. Mais maintenant vous comprenez bien pourquoi il y a eu quelques villages qui ont survécu par-ci par-là. C'est pas qu'ils étaient poursuivis pour être morts, exterminés, détruits comme vous voulez, mais plutôt qu'ils devaient éviter de trop s'investir pour réveiller et combattre les grands ténèbres. C'est eux qui vont être préparés pour combattre les grands ténèbres et d'autres menaces qui pourraient surgir, n'est-ce pas, mon cher le ciel? Nous reviendrons sur toi
vers la fin de l'histoire. Car oui, il y a encore une dernière chose très importante, car après tout, le rayon n'est pas venu de nulle part. Mais ça, c'est le petit spoil que je vous laisse pour la suite de l'histoire. Donc voilà ce qui s'est passé à propos de la grande catastrophe. Et nous revenons du coup à la conversation entre les elfes et Oram surtout, parce que les autres sont juste spectateurs en train de se regarder en je suis d'accord. Donc chef, esclave, donc tout va bien. Donc les elfes lui expliquent du coup l'histoire que je vous ai racontée et Oram comprend ce qui s'est passé. Il est complètement attristé de ce qui s'est passé. Il savait qu'il y avait une grande catastrophe, mais à ce point-là, que les objets héritage du monde ont permis un tel catastrophe avec la clé. Mais il n'en démord pas. Lui-même est convaincu qu'il est l'héritier et qui fait justement au début de l'histoire, c'est justement parce que vous attendiez l'héritier que vous avez fait l'erreur d'en créer un artificiel qui s'est retourné contre vous. Mais moi, je suis l'héritier. C'est à ce moment-là qu'il va brandir la lame en annonçant fièrement que voici la clé héritage du monde. Cette clé s'est changée en épée, ce qui montre bien que dans la prophétie, j'ai changé la clé en épée. Je n'ai juste besoin que de réunir les objets héritage du monde. Et si vous voulez, vous pouvez m'accompagner car j'ai besoin d'une armée. Après ces révélations, les elfes savent reconnaître quand même l'aura de la clé, même s'ils n'ont pas l'acuité d'Oram. Et finalement, après réflexion, reconnaissent Oram comme héritier et décident du coup de lui faire confiance en l'emmenant vers l'objet héritage du monde suivant, donc l'objet qu'ils sont en train de garder. Cela servira donc de test pour Oram pour prouver qu'il est capable de manipuler les objets héritage du monde grâce à la clé sans créer de catastrophe. C'est le but de ce pseudo-test que va demander les elfes. Donc, tout notre groupe va se diriger vers la couronne, parce que c'est à ça que ressemble le prochain objet héritage du monde, au milieu de cette forêt. Et Oram se met à la tâche et assez rapidement, à partir des souvenirs que Lee a transmis à Eve pour lui enseigner comment récupérer les pouvoirs d'un objet héritage du monde, après s'être entraîné durement pendant toutes ces années, Oram finit par récupérer les pouvoirs de la couronne. En tout cas, il a juste pris la source et la couronne n'a plus qu'à se recharger par rapport à la grosse veine d'énergie qui se trouve sous lui. Et non seulement il va récupérer les pouvoirs de la couronne, mais aussi dire aux autres Croisébia, mes amis, c'est vous qui étiez les gardiens de la couronne, il est peut-être temps que je vous fasse don de sa puissance. Donc Oram fait une démonstration comme il a subi avec Ib, avec le calice du monde. Il va transférer les pouvoirs de la couronne en chaque gardien, donc le gnome, le lion et les elfes, qui sont ici présents, vont recevoir à leur tour un power-up shonen. Transformation. Et à partir de là, les elfes considèrent effectivement que Oram est bien l'héritier attendu depuis toutes ces années et qu'il est fin temps à Oram de se préparer avec son armée. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, pour la prophétie, pour la je sais plus combien de fois, la clé était transformée en épée. L'héritier, c'est Oram et son armée sera constituée de ce qu'on appelle par chez nous les croisés-dieux. Donc après que Oram a récupéré sa puissance, il est temps de passer rapidement au prochain objet. Et au moment où Oram va guider entre guillemets les autres, il va indiquer la direction du sud-ouest et les elfes confirment que le prochain objet est effectivement au sud-ouest parce qu'ils savent quel est le prochain objet, où est-ce qu'il est situé et non pas des moindres parce que sur le chemin, les elfes vont lui raconter une autre histoire. Cependant, il reste encore un dernier petit détail. Ils veulent récupérer les pouvoirs du prochain objet héritage du monde le plus vite possible, car je rappelle qu'il y a un concurrent potentiel pour l'héritage. Ça, Oram va l'expliquer sur la route. Mais en attendant, pour aller le plus vite possible, faut courir, faut y aller vraiment à fond. Hein. Ils n'ont pas de train, ils n'ont pas d'avion. Bon, ça va.
Les elfes ont des ailes sur le dos, donc ils peuvent voler, ça y a pas de problème. Le lion, bah, c'est un lion, ça va vite un lion, hein, si je me trompe pas. Bon, ça aurait été une lionne, ça aurait été plus rapide, parce que les lions sont réputés pour être plutôt feignants, mais celui-là non. Imduk, c'est un dragon, jusqu'à preuve du contraire, un dragon, ça va très vite, surtout un dragon de cette taille. Le gnome, il est petit, mais s'il monte sur le dos soit du lion, soit de Imduk, il y a moins de problèmes. Par contre, le seul problème qu'il y a, c'est Oram. Oram est un jeune homme, il est en armure, c'est ultra lourd, et croyez bien que ni le lion ni Imduk n'a envie de porter ça sur son dos. Mais qu'à cela ne tienne, Oram a une idée. Il va utiliser toute sa maîtrise et toute sa connaissance qu'il a eue de ses combats précédents pour littéralement changer de forme avec son armure pour devenir une sorte de centaure. Je crois qu'il s'est un peu inspiré de la manipulation qu'a fait Lee sur les mecs chevaliers, notamment sur Licorne, et il a appris à le maîtriser parfaitement bien. C'est comme s'il avait transformé le bleu ciel qu'il avait absorbé en ça. Donc il est devenu chevalier du cauchemar, mais parce que c'est un croisé on va l'appeler croisé. Voilà, donc ça c'est Oram. Il va garder cette forme-là juste jusqu'à la prochaine destination, on ne le reverra plus comme ça, le pauvre. Alors si vous le trouviez stylé, désolé, c'est le seul moment où il va utiliser cette forme. Pourtant ça va, hein. Mais il préfère être un combattant à l'épée plutôt qu'un chevalier avec lance-bouclier. Ça c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà pour le prochain objet héritage du monde. On va arriver au chapitre suivant, la sonate des orchestres. Et je crois que je me suis trompé dans l'orthographe. On verra ça sur les noms des cartes, je les ai laissés. Avant de poursuivre cette histoire, ça y est, on va en faire pas mal des parenthèses dans cette partie. On va revenir un peu dans le passé, pas trop, hein, mais un peu dans le passé. On va revenir au moment, enfin pas au moment, mais quelques instants où Ningirsu s'est séparé de Oram et part chercher un lieu de culte pour pouvoir enterrer sa sœur chérie qu'il a cherché désespérément par vengeance et au final de retrouver juste son corps. Donc complètement triste, en pleine confusion totale, hein, notre cher Ningirsu. Croyez bien que, je vais le dire après à qui je le compare dans une autre culture populaire. Mais là, il est en mode complètement attristé. Il lui reste une dernière mission avant de rentrer au village, mais il va trouver quelque chose, un endroit. Il va finir par trouver ce qu'il est venu chercher, donc un lieu de culte. Hein. C'est une sorte de grande tour, plutôt en bon état pour un objet créé par la civilisation qui a été détruit partiellement par vous savez qui maintenant. Et il trouve ça étrange que cette tour est une tour qui est très bien voyante. L'intérieur a plutôt l'air impec. Bon, il y a quelques menus travaux à faire, mais ça devrait aller. Et il trouve que ouais, ça serait bien qu'il puisse juste faire une sorte de pierre tombale, qu'il le met devant comme une sorte d'autel, avec si j'y repose Ib, la prêtresse qui s'est sacrifiée pour sauver le monde de la menace Lee, si je puis dire, ou un truc dans le genre. Mais avant de pouvoir enterrer sa sœur, il veut vraiment tout vérifier, voir que c'est pas déjà habité, qu'il ne va pas déranger, etc. Donc il va un petit peu fouiller, hein, il n'y a personne à l'intérieur, et il va trouver des sous-sols, des étages, mais surtout des sous-sols, parce que c'est une tour, donc ça va très haut. Et il va faire beaucoup de découvertes, hein. De découverte en découverte, il va trouver des installations un peu cheloues, si je puis dire, et surtout beaucoup de documentation. Mais alors, beaucoup de documentation. Car dans ces documentations, il va découvrir l'histoire que je vous ai racontée, oui. La grande catastrophe est citée, en quelque sorte, donc des recherches concernant des robots capables de devenir l'armée et l'héritier. Donc, avec toute sa documentation, il comprend toute l'histoire. Il est à la fois choqué, mais c'est pas ce qui le préoccupe le plus. Par contre, le fait qu'il y a les recherches concernant ces trucs, ça l'inspire un peu. Ça, il commence par la curiosité, il commence à... Ouais, ça a fait boum dans son cerveau. Il se dit, il y a peut-être moyen de profiter de faire quelques petites choses. Mais avant tout, je vais pas enterrer ma sœur, je vais plutôt la mettre
on va dire, en transe, si je puis dire. Alors, je le dis comme ça, mais c'est vrai qu'on peut pas mettre en transe un cadavre, puisqu'on met en transe quelqu'un qui est KO, etc. Mais on le met en sommeil artificiel, si je puis dire. C'est à peu près ce qu'il fait avec le corps d'Ib, qui normalement est morte, mais bon, c'est juste pour garder le corps d'Ib en l'état, puisque ces installations sont conçues pour, hein, il va tout faire pour créer une sorte de cuve, hein, qu'on voit ici, et il va commencer à s'apprêter à quelques expériences, il va tester ses recherches, qui l'intrigue énormément, et petit à petit, il va s'en inspirer et avoir quelques idées. Et ça, je vous le dirai dans quelques instants. Revenons à l'instant présent, enfin en tout cas à l'instant où on en est dans notre histoire. Nos amis arrivent à destination, Oram reprend sa forme humaine évidemment, il n'a pas besoin de garder son forme de centaure, dommage qu'il est à peu près stylé. Tous n'ont pas leur forme qu'ils ont, hein, ça c'est juste le power-up, surtout le lion en flamme, il fout le feu sur le chemin, c'est Ghost Rider ce... Bon, enfin bref, vous avez compris, je laisse les formes les plus stylées. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai dit que je ferais des erreurs dans cette version. J'avais présenté Oram et Imduk sous leur forme, mais vous comprenez bien que c'est leur forme une fois qu'ils ont absorbé les pouvoirs de la couronne. Et vous avez remarqué une petite incohérence. J'ai présenté la purification du crawler au niveau de l'armure, alors que vous avez compris que Oram avait déjà les pouvoirs de la couronne. Mais ça, si vous voulez, on peut en parler peut-être en fin de vidéo. Je le rappellerai après. Donc revenons à nos moutons, désolé pour le petit entracte là-dessus. Nos amis arrivent aux abords de la tour et les elfes lui expliquent que l'objet héritage du monde se situe au sommet. Ils connaissent très bien l'endroit puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du laboratoire qu'ils ont utilisé pour créer les mecs chevaliers. Donc vous comprenez bien ce qui s'est passé maintenant. Bon bah qu'à cela ne tienne, hein, donc Oram, Imduk, le lion, les elfes et le mage commencent à descendre donc ils sont aux abords de côté. Ils doivent traverser encore quelques dizaines, voire centaines de mètres, je ne sais pas la distance exacte. Mais en descendant justement la petite rampe qui permet d'aller sur la plaine en direction de la tour, quelqu'un sort de la tour et va finir par arriver à leur niveau. Voilà, c'est bien ce que je disais, je savais bien qu'à un moment donné, je me serais planté, que j'aurais cliqué trop tôt ou trop tard. Donc voilà la tour qu'ils ont aperçue. Ils sont un peu plus... Alors, faut voir qu'ils sont pas comme ça, mais ils sont... ça fait tout le tour, ces crevasses. Et ils commencent à redescendre et aller en direction. C'est pas que de l'eau qu'il y a aussi de la plaine. Vous allez voir dans les prochaines images pourquoi je le dis comme ça. Donc, comme j'ai dit, ils commencent à s'approcher de la tour, mais une silhouette sort de la tour. Il s'agit d'un être plutôt humanoïde. Et petit à petit, Oram va reconnaître cette personne qui vient les interrompre sur leur chemin. Car il s'agit ni plus ni moins que de notre ami Ningirsu, qui lui aussi du coup a pris un peu d'âge. Hein. C'est plus le jeune homme de 17-18 ans. Là, on a à peu près 24-25 à vue de nez. Je dis ça de manière arbitraire, hein, parce que Oram il avait genre 16-17 ans, là il a maintenant la vingtaine passée. Ningirsu pareil, peut-être qu'il s'est écoulé même une dizaine d'années depuis la dernière fois. En tout cas, vous avez compris qu'ils sont tous les deux plus vieux. Donc et Ningirsu est plutôt badass, hein, si je puis dire. Et qui plus est, Oram commence à s'apercevoir de quelque chose. Oram est très content de voir Ningirsu, hein, il lui dit salut Ningirsu, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'es jamais passé au village, tu nous as inquiétés, tout ça, tout ça. Ningirsu lui répond oui, je suis désolé, j'avais d'autres choses à faire. Oram voit ça, puisqu'il va constater que en Ningirsu, il n'y a pas moins de 3 objets héritage du monde, qui plus est, ça tombe bien, il s'agit ni plus ni moins que des pouvoirs de la lance, du bouclier et de l'armure, donc qu'est-ce qui est arrivé aux objets héritage du monde dans lequel leurs pouvoirs ont été récupérés? On a la réponse, c'est en fait Ningirsu qui se les a appropriés. Oram explique ah bah, bravo à toi, je pensais que tu allais poser la lame, l'autre morceau de la clé sur la tombe d'Im, mais je trouve que tu l'utilises plutôt bien. Et Ningirsu lui répond simplement non, je n'ai pas utilisé les pouvoirs de la clé, c'est toujours ma sœur. Comment ça non, mais ta sœur, elle est morte, Ningirsu. Oram ne comprend pas très bien.
Et Ningirsu il fait mais si, regarde là-bas. Nos amis regardent au niveau de l'entrée, il se trouve qu'il y a une autre silhouette à l'entrée de la tour qui reste fixe, complètement figée, à peu près sans vie, j'expliquerai après juste après. Et cette chose ressemble quand même étrangement à Ib. À l'exception que Oram, oui, reconnaît la deuxième lame, reconnaît partiellement l'aura que dégageait Ib de son vivant. Donc Ib est effectivement vivante, mais il y a deux problèmes. C'est que le premier, c'est que son aura est plutôt bizarre. C'est pas à 100% Ib à proprement parler. Et qu'est-ce qu'elle fait dans un corps robotique? Donc Oram se pose des questions, Ningirsu lui révèle ce qu'il a fait pendant son absence. Il a découvert cet endroit, il a trouvé des recherches passionnantes sur les fameux mecs chevaliers et a décidé de s'inspirer de ces recherches pour avoir l'idée de créer une sorte d'homunculus de sa sœur en transférant l'âme de sa sœur dans ce corps artificiel. Ce qu'il a réussi partiellement. Cependant, même si sa sœur a été plus ou moins ressuscitée, ce qui est vraiment le cas, hein, Oram le confirme à partir de l'aura qu'il voit à travers ce truc, elle n'est pas consciente à 100%, c'est juste une pseudo-coquille vide, c'est pas sa petite sœur chérie, et ça l'énerve Ningirsu. Ningirsu veut retrouver sa sœur à 100%, et il a eu une autre idée, il s'est dit, tel un défibrillateur, un petit jus, ça l'a réanimé en partie, j'avais que les pouvoirs du calice, et pas que. Et du coup, si je veux reprendre sa conscience à 100%, j'ai besoin d'un coup de boost. C'est pour ça qu'il a récupéré les pouvoirs d'autres objets héritage du monde. Et il se dit qu'avec tous ces objets héritage du monde, pas tous, mais en tout cas, là, il en a à peu près 4,5, si ce n'est 5. Et en mettant le jus à fond, en activant la tour, il serait capable de réveiller, hein, donner la petite décharge, de dire réveille-toi, Ib, reviens à nous complètement, et du coup exaucer son souhait de retrouver sa sœur. Oram est contre cette idée, hein, parce qu'après tout, désolé, mais ta sœur est quand même morte, il faut faire le deuil, bon sang. Ce que tu fais n'a aucun sens, tu utilises les pouvoirs des objets héritage du monde à mauvais escient, ils sont là pour combattre les grands ténèbres et pas pour céder aux caprices d'autrui. Ningirsu commence à sortir les muscles, on va dire, en disant j'ai plusieurs objets héritage du monde, je suis capable de manipuler les objets héritage du monde par l'intermédiaire de ma petite sœur. Qu'est-ce que t'es toi pour me donner des ordres comme ça? Je suis ton maître d'armes, s'il doit bien y avoir un héritier, c'est bien moi. Oram se moque un peu de lui, il dit non, rappelle-toi, la clé a été récupérée, la clé d'Ib a été récupérée par un mec chevalier qu'on nomme nous sous le nom de Bleu Ciel, et ce mec chevalier me l'a transmis à moi. Donc normalement c'est moi l'héritier. En plus, tu te dis héritier alors que t'as même pas d'armée alors que moi j'en ai une. Et Ningirsu rigole un bon coup en disant je suis désolé de te dire, mais d'après ce que je vois, parce que lui aussi arrive à sentir les auras, tu n'as réuni que 2 objets, moi j'en ai plusieurs. Et Ningirsu fait un geste en direction de sa sœur inconsciente ou en partie consciente. Ça fait vibrer la tour et donne un grand boucan effroyable, genre une orque qui fait un... Donc Ningirsu il fait regarde bien, je vais mettre mon plan à exécution, c'est parti. La réaction du grandement active l'objet héritage du monde à son sommet qui est une baguette, la fameuse baguette héritage du monde. Cela crée un énorme rayon de la base jusqu'au sommet de la tour, avec au devant notre ami Ib qui est en fait qui obéit aveuglément aux ordres de Ningirsu, car elle est capable non seulement de réagir au nom de son grand frère et à sa voix, et ne se contente qu'à lui obéir aveuglement. Et à ce moment précis, Ningirsu fait à Oram j'ai été capable de transférer l'âme de ma petite sœur dans un corps artificiel
crois bien qu'avec ce que je connais en connaissance et grâce à cette tour, créer une armée est un jeu d'enfant, je veux le faire d'un claquement de doigts. Et du coup, il est temps pour moi de vous présenter les fameux Orcustes. Et j'ai bien fait une faute d'orthographe. J'arrête pas de marquer Orcustes T-R-E, alors que non, c'est Orcustes O-R-C-U-S-T. Désolé. Alors, je tiens à préciser une chose. C'est l'une des seules choses où je n'arrive pas à comprendre la logique. C'est-à-dire que Ningersu a créé une armée de soldats, instruments de musique. Ne me demandez pas pourquoi, ça doit être Ningersu qui commence sérieusement à péter un plomb, parce qu'on rappelle que il était avec sa petite sœur s'est fait kidnapper, il a pété un plomb, il était prêt à péter la gueule à tout ce qui était sur son chemin. Arrivé à destination, sa sœur est morte, il essaye de l'enterrer, super, il y a un espoir, et là, il y a les autres qui essayent de l'en empêcher, enfin c'est un bordel, hein. Je vous le dis franchement, Ningirsu, c'est le Sasuke, je parle du Sasuke Naruto, hein. Pas avant ce qui s'est passé dans Boruto, mais c'est vraiment le Sasuke qui sait plus se donner de la tête et qui fait complètement n'importe quoi. Notamment de créer une armée à partir d'instruments de musique. J'ai beau avoir fait toutes les recherches que je voulais dessus, je ne comprends pas pourquoi Ningirsu a créé une armée qui fait beaucoup de bruit. Parce que normalement, une armée, quand tu veux combattre, bah, tu essaies de faire ça un peu discrètement. T'es pas là en mode d'arriver Tayo, Tayo. Non, t'es plutôt discret normalement. Et évidemment, culture japonaise oblige, je me suis dit, bon, les instruments, il y a peut-être une référence. J'ai beau chercher dans tous les sens, je n'ai pas trouvé. J'ai même essayé de chercher peut-être une musique, une partition de musique classique dans lequel participait une harpe, des cuivres, des cymbales et une orgue. Jamais. Il y avait peut-être une petite référence, mais j'ai lu un petit truc, mais ça m'avait pas trop. Je le sentais pas de vous en faire part. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Ningirsu a l'air de jouer dans la provocation en disant toi t'as une armée qui a l'air fidèle, mais moi je peux te défoncer avec une armée plutôt troll. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, les instruments arrivent, la tour est déchaînée, ça fait beaucoup de bruit, etc. Donc, croyez bien que vous avez l'ambiance de la tour qui est active. On a Ib qui est juste devant et qui est spectatrice, qui subit la fameuse décharge pour récupérer sa conscience à 100%. Et on a nos chers croisés avec Oram qui vont essayer de tout faire pour stopper tout ça. Seulement voilà, au moment où les personnes veulent stopper justement le corps artificiel d'Ib, bah, les instruments, donc l'armée de Ningirsu, vient s'y opposer. Donc du coup voilà la petite plaine en question dont j'ai parlé, la partie aquatique, la grande Nance. On voit justement Imdu qui est en train de combattre la harpe. On voit une des elfes, celle qui est ailée généralement, dans cette direction. Enfin ça part dans tous les sens. C'est une bagarre générale avec à peu près tout le monde. Hop, du coup ça donne plutôt ce genre de position. Et du coup, pendant que les autres sont en train de s'occuper des instruments, notre ami Oram et Ningirsu se battent en duel tous les deux. Ce qui est normal parce que eux possèdent vraiment toute la puissance. Ningirsu possède quand même pas moins de 3 objets héritage du monde. Du côté du livre artificiel, on a la clé plus la baguette. Tout ça commence à créer des échos de partout, ça j'expliquerai juste après. Et Oram, lui, est le seul avec sa clé à être capable de stopper net toute la puissance que pourrait dégager Ningirsu. Croyez bien qu'à ce moment précis, c'est à la fois un combat physique que moral. C'est-à-dire que chacun se parle pendant le combat en disant tu n'es pas l'héritier, c'est moi l'héritier, c'est moi qui gagne, comme j'avais dit précédemment. Et Ningirsu qui a fait tu fais tout pour essayer de m'empêcher de me retrouver avec ma soeur, espèce d'assassin, tout ça, tout ça. Donc croyez bien que c'est même pas un chamaillerie gamin, c'est vraiment le truc, le shonen de base, quoi. C'est deux amis qui se battent pour dire qui est le meilleur que l'autre, une rivalité sans précédent, sachant que le grand gagnant remporte tout, devient l'héritier et sera l'élu pour combattre les grands ténèbres, tout ça, tout ça. Je vais juste m'absenter 2 secondes parce qu'on m'embête un petit peu avec mon téléphone, je suis désolé. Ok, c'est rien du tout. Hop, voilà, excusez-moi.
Nous arrivons du coup au chapitre suivant, le retour des Kataragarde, et je tiens à vous préciser une chose, et j'en suis désolé d'avance, c'est précisément à ce moment-là de cette histoire que ça va partir un peu en couille. Parce que même moi, je peux vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à tout décortiquer pour en faire une histoire plutôt crédible. Parce que je tiens à vous garantir que là où je suis en train de faire le live, et donc quand vous aurez la rediff, je sais pertinemment que sur Master Duel, ils en sont pas là dans l'histoire. Et vous allez comprendre un peu pourquoi en écoutant ma version. Et j'en suis désolé d'avance parce que, en fait, les histoires commencent un peu à partir dans tous les sens. Il y a plusieurs versions concernant certains passages. Jusqu'au chapitre final, en tout cas, c'est le gros bordel. Voilà comment je l'interprète pour ce chapitre ainsi que le chapitre suivant. Donc, Oram et Ningirsu sont en train de combattre, donc ils déchaînent toute la puissance des objets héritages du monde, ça crée des ondes, des vibrations de pouvoir qui fait écho dans le corps artificiel d'Ib, accompagné de cette fameuse colonne et de grands monts qu'il y a au niveau de la tour. Et ce qui est incroyable, c'est que le plan de Ningirsu, qui consiste à utiliser plus de pouvoir pour réveiller plus de conscience de sa sœur, ben ça marche plutôt pas mal, puisqu'effectivement Ib va finir par reprendre conscience, ce qui est une bonne nouvelle, vous me direz-vous. Mais, au cas où vous auriez oublié, Ib, dans son corps, il n'y avait pas que Ib, il y avait autre chose aussi. Et c'est au moment où ce robot commence à changer de forme que ils vont comprendre que finalement l'idée de Ningirsu était une bonne idée s'il n'y avait pas une saloperie, si je puis dire. Donc Ib a repris conscience à 100%, et la première chose que cette chose bizarre qui en découle justement de la réaction de tous ces objets héritages du monde, à savoir ça, la première chose du coup qu'elle aperçoit, c'est Oram de dos. Et Oram est une menace pour ça, je peux vous le dire. Et le premier réflexe de cette chose, c'est d'attaquer Oram par derrière, et vraiment brutalement. Cette chose est ultra vénère et demande une potentielle vengeance. On ne sait pas pourquoi Ib veut la mort immédiate d'Oram. Alors que Oram et Ningirsu sont concentrés à leur combat et que nos amis Crozedia sont sur le point d'en terminer avec ces fameux instruments débiles, l'elfe qui se tenait à côté en tant que spectatrice parce qu'elle pouvait pas participer à ce combat vraiment très important, c'est un duel, faut que vous compreniez bien, comme j'ai dit, c'est un duel entre deux rivaux. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'être la pom-pom girl. Mais elle voit derrière une attaque violente, alors je sais pas si c'est une boule de feu ou si c'est une attaque, mais en tout cas elle est extrêmement violente, en direction d'Oram, et elle a à peine le temps de crier attention que Imduk fonce entre Oram et l'attaque et envoie un bouclier, le fameux bouclier d'Imduk. Je rigole parce que je dois vous dire ce qui se passe. Moi, dans ma tête, j'imagine tellement la scène où Oram entend ce son de l'attaque qui lui arrive par derrière, se retourne, voit Imduk activer le bouclier, aperçoit l'immonde Ib qui se trouve un peu plus loin parce qu'elle est plus très jolie, je trouve, la Ib, et crie très très fort Lee, en précisant oui, elle est bien de retour, c'est bien, c'est pas Ib qui a repris le contrôle de ce corps, c'est la conscience de Lee qui est revenue surtout, puisque Lee a une conscience assez supérieure par rapport à Ib, on l'a vu précédemment lors du chapitre des Chevaliers de Cauchemar. Et au moment où Oram a crié Lee, Ningirsu, ben, ça lui fait un tilt. Là, il est en mode Fatal Error System parce que je sais pas si vous constatez la chose, mais je rappelle que il y a des années, Ningirsu était arrivé au moment où Ib était déjà morte, avec Oram tenait le corps d'Ib dans les bras, et Ningirsu dit à Oram, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ma sœur? Et Oram lui a répondu, oh, j'ai rien pu faire, j'étais trop faible. Lee était là, était sur le point de m'accéder le coup de grâce.
Alors que du coup, Imduk a voulu me protéger avec un bouclier, et ce bouclier a eu comme réaction de faire surgir l'esprit d'Ib. Et l'esprit d'Ib n'a plus d'autre choix que de retourner sa lame contre elle, et elle s'est sacrifiée. Donc ça, c'est ce que Ningirsu se rappelle de cette histoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oram est sur le point de se prendre une violente attaque de Lee. Par chance, Imduk est là et active son bouclier. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. De ce gros corps dégueulasse est en train de surgir l'esprit de Ib pour la deuxième fois. Et donc, dans la tête de Ningirsu, vous pouvez imaginer que oh non, c'est en train de se reproduire, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai ramené ma soeur et elle va nous sacrifier, non, pitié. Bon, par chance, Lee, on ne la fait pas deux fois elle. Je tiens à préciser que elle va kick gerter Ib. C'est gentil de t'être sacrifié une fois et de m'avoir bien cassé les burnes, mais là, tu dégages. Donc, l'esprit de Ib est complètement libéré du corps. Heureusement, c'est pas son vrai corps, donc beaucoup plus facile à gerter. Et Lee a le corps robotisé pour elle toute seule. Elle a le contrôle total. Petite parenthèse, lorsque Oram a crié Lee, tous les croisédias, donc les elfes, le lion et le gnome, sont complètement choqués d'entendre ce nom. Ne me demandez pas encore pourquoi, je vous révélerai tout ça plus tard. Donc Ningirsu aperçoit l'esprit d'Ib qui vient de se faire kick-gerter. Et premier réflexe de Ningirsu, malgré le fait qu'il est en mode oh non, et finalement, ah, l'esprit a été libéré, mais un esprit, ça reste pas longtemps sur Terre. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais été mort, hein, et j'ai jamais vu quelqu'un mourir devant mes yeux, et j'espère pas, hein, je prie de ne jamais voir un proche ou même n'importe qui, un étranger, mourir devant mes yeux, pour en faire l'expérience de savoir qu'il y a un esprit qui reste dehors pendant un certain temps et s'envole. Donc pour Ningirsu, apparemment, un esprit, dans la logique, ça reste pas sur Terre très longtemps. Il a la chance d'apercevoir au moins son esprit. Il est peut-être temps d'essayer de la sauver par tous les moyens. Donc premier réflexe de Ningirsu, il fonce vers la tour. Cependant, il y a un autre problème. Par rapport à la dernière fois où Lee était juste en mode je prends l'épée, j'arrive lentement, vous savez, en mode elle déguste ce moment où elle va avoir la victoire. Non, là, cette fois, c'était une sacrée attaque. Elle était en mode Oram, bam. Et Imduk s'est pris l'attaque en pleine poire cette fois, très rapidement, et n'a malheureusement pas survécu à ce coup. Donc Imduk s'est sacrifié. C'est pas la petite sœur d'Ib, mais cette fois c'est Oram qui est très très triste. Son ami d'enfance qui l'a accompagné depuis le début et bien avant le début de cette aventure est actuellement mort. Cependant, Imduk et son Deus Ex fout la merde partout, va créer une nouvelle réaction, car au-dessus d'eux planait, et ça on ne le voyait pas avant cet instant précis, une sorte de lune bizarre, et comme vous pouvez le constater, les particules vont faire réagir ce noyau, et va surgir de l'intérieur comme une coquille d'œuf, plein de dragons, beaucoup de dragons. Il est peut-être temps de vous parler de ces fameux dragons en question, donc les fameux dragardes. Donc les dragardes, c'est des dragons qui normalement ont cette forme-là. Normalement. Pour ceux qui veulent savoir d'où viennent ces dragons, ben, rappelez-vous la prophétie originelle, celle que je vous ai dit en intro, et pas celle qui est modifiée, même si celle modifiée avait un chapitre concernant ces dragons. C'est bel et bien les dragons qui accompagnaient le dieu créateur et destructeur lorsqu'il était en train de créer et détruire l'univers, en quelque sorte. Enfin, il détruisait pas tout l'univers, mais il construisait des planètes, des étoiles. Oh, celui-là me plaît pas, destruction, tout ça. Mais à force, eh ben, sa soif de destruction devenait beaucoup trop forte, tout ça. Je ne vous répète pas tout ce qui était dit dans la prophétie originelle, mais sachez que les dragardes étaient censés disparaître. Et en fait, ils disparaissent pas comme ça, c'est pas pouf, disparu. Non, ils sont partis ailleurs dans l'univers et ont confiance en la civilisation qui avait été créée, je rappelle. Sauf que là, disons que le monde est complètement parti en couille. Ils commencent à sentir de leur endroit de l'univers
que cette planète est en réaction totale. Hein. C'est is over 9000, un niveau menace grand ténèbres. Enfin, pour eux, c'est pas les grands ténèbres, hein, c'est le pouvoir de destruction qu'il y a dans le centre de la planète. Et il est temps peut-être d'intervenir parce que je crois que les élus, tout ça, ils gardent pas très bien cette planète. Là, la planète, elle part en cacahuète et l'univers est sur le point de s'effondrer sur lui-même à cause de cette source de destruction massive. Donc, ils ont décidé de surgir par rapport au dernier objet héritage du monde. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais sur tous les objets héritage du monde, un seul ne pouvait pas être détecté par Laura Dora, mais qui que ce soit. Du coup, c'est un objet qui avait disparu et elle est apparue suite à la réaction, donc cassement de coquilles d'œufs à travers ce fameux portail qui s'appelle l'Arche. Mais l'Arche en fait est un portail qui avait fait partir les dragons. Les dragons se sont téléportés à travers ce portail vers un autre bout de l'univers pour vaquer à leurs occupations, hein, des histoires de dragons. Hein. Je suis pas dragon, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ces deux-là qui vont ressurgir alors qu'ils avaient scellé le portail par une sorte de coquille, hein, une barrière, mais vu que le monde est complètement parti en cacahuète, ils reviennent sur Terre et vont remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que là, enfin sur Terre, sur la planète, pardon, lapsus, ils vont revenir sur la planète pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Car je tiens à rappeler que c'est à cause du combat entre Oram et Ningirsu que les vannes sont été élevées à fond. Je l'avais pas trop précisé, mais là je peux vous le dire un peu plus clairement, parce que je voulais essayer de le cacher, mais je l'ai mal dit. Hein. Mais les objets héritage du monde, quand vous prélevez le pouvoir d'un objet héritage du monde, vous le prélevez pas directement. C'est pas je prends le pouvoir, il est à moi. Non, vous entrez dans une sorte de symbiose avec l'objet héritage du monde en question. Ce qui fait que plus vous voulez utiliser de pouvoir, plus l'objet héritage du monde doit puiser dans une sorte de veine. Hein. Je vais comparer ça avec des veines. Pour ceux... je vais pas comparer ça quand même à FF7, mais je crois que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Mais sachez que chaque objet héritage du monde ont été placés de manière stratégique à la base, il y a très longtemps, car ici il était submergé une sorte de vanne d'énergie, et ces objets devaient servir plus ou moins de catalyseur originel. Quant à savoir comment, d'où est-ce qu'ils viennent exactement, on n'a pas de carte qui les représente, mais sachez que ces objets ont été placés et aujourd'hui ils sont immenses. Hein. Peut-être qu'ils ont déjà été construits comme ça, peut-être qu'ils ont gonflé, on ne sait pas. Mais cet objet avait pour but de servir comme l'idée de catalyseur et empêcher que cette énergie se libère trop facilement. Et évidemment, cette énergie aura été utilisée finalement à des fins de technologie et notamment les mecs chevaliers. Par chance, ils ont réussi à trouver quand même une petite source de pouvoir concernant l'arche, puisqu'il se trouvait au niveau du noyau. Ils ont quand même un peu trifouillé ce qu'il y avait. Ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais c'était moins facile à prélever que les autres. Et donc, on en revient justement avec nos dragardes. Donc, nos dragardes sortent de la coquille, s'aperçoivent que c'est de la merde. Ça se passe au niveau des 7 vannes. Ils foncent au niveau des 7 vannes et vont venir littéralement fusionner avec les objets héritage du monde. C'est pour ça que vous voyez les artworks de la plupart des dragardes dans la position où étaient passés les objets héritage du monde. Vous pouvez le reconnaître ici avec la couronne. Ici, il est au niveau de l'espace, il me semble que c'est la baguette. Là, en rouge, bon, vous le reconnaissez, c'est l'armure. Et cette fusion, c'est de cette fusion, pardon, avec l'objet héritage du monde qu'ils prennent une forme un peu plus physique. C'est pour ça qu'ils ont chacun une couleur, qu'ils ont une sorte de noyau au milieu, parce que c'est plus ou moins de ce genre de noyau, on va dire, que va être inspiré les fameux noyaux qui vont servir pour les mecs chevaliers. Donc il semblerait que ce genre de truc découvert par hasard par les scientifiques, c'était plus ou moins la meilleure méthode pour récupérer les objets héritage du monde. Sauf un seul. Seul l'un d'entre eux ne va pas foncer vers son objet héritage du monde parce que, comparé aux autres, il y a beaucoup plus de contrôle. Donc le seul qui a plus ou moins sa forme originelle, c'est Justicia, qui, comme vous pouvez le constater, a quand même récupéré, mais pas plus que les autres, les pouvoirs du calice. Il faut croire que le calice est vraiment le centre d'intérêt de nos héros. Hein.
On avait le Calice qui a commencé l'histoire. On avait Bleu Ciel qui était justement créé à partir de la source de pouvoir du Calice. Et maintenant on a un Dragarde qui n'a pas trop besoin d'intervenir et va devenir voilà, un pseudo-esprit et pseudo-forme physique. Du coup, une fois que les Dragardes se sont revenus, on va en revenir sur Ningirsu, comme vous pouvez le constater. Donc les Dragardes reviennent sur place, maintenant qu'ils ont calmé un peu le jeu. Ils vont revenir au niveau de la tour et on va faire maintenant les enfants, ça suffit, on se calme, parce que là vous foutez trop la merde. Par chance, ils vont remarquer l'esprit d'Ib et bizarrement, tous les Dragardes, sans exception, vont obéir à Ib, qui elle part en direction de l'entrée de la tour, dans lequel Ningirsu a ressorti de sa cuve le corps originel d'Ib. Ib en profite et vient rentrer dans son corps. Elle se réveille, super, sa petite sœur a enfin été ressuscitée. Pas dans les meilleurs moments et de la meilleure des manières, mais en plus c'est même plus son corps artificiel, donc il y a quand même du bien dans ce qui s'est passé. Et Ningirsu est content. Ouais, ma soeur, je suis très content de te revoir. Et il lui fait, nous n'avons pas trop le temps. Lee est en train de faire la plus grosse bêtise. J'ai entendu la voix des Dragardes. Je dois absolument faire mon devoir. Ne t'inquiète pas, les Dragardes sont nos amis. Ils vont nous aider. Ningirsu il fait comment ça t'en occuper, etc. Non mais je veux pas qu'on se sépare, on vient à peine de se retrouver tous les deux, on est tout. Bon, Ningirsu est un peu triste, on est marre du roleplay. Mais bon, dans le roleplay, Ib fait à Ningirsu ne t'inquiète pas, cette fois je ne vais pas me sacrifier. J'aimerais juste que tu me rendes un service. J'aimerais que tu t'occupes de Lee pendant que je m'occupe d'elle. N'essayez pas de comprendre le sens de la phrase parce que à ce moment-là, au moment où Ningirsu a entendu ça, lui aussi n'avait pas trop compris sur le coup. Et donc au moment où Ib lui fait... je répète ce que je viens de dire. J'aimerais que tu t'occupes de Lee pendant que je m'occupe d'elle. Okay. Ningirsu ne comprend pas, lui fait d'accord, mais surtout ne te sacrifie pas. Parce qu'elle répond non, ne t'inquiète pas, cette fois je n'ai pas besoin de me sacrifier. J'ai juste quelque chose à faire, fais-moi confiance. Et à ce moment-là, écoutez bien, à ce moment précis, devant les yeux de Ningirsu, Ib fonce avec les Dragardes qui l'ont accompagné en direction de Lee et se fait absorber avec les Dragardes en prime par Lee. Je répète encore une fois. Ib demande à Ningirsu d'occuper Lee pendant qu'elle s'occupe d'elle et l'instant d'après, elle fonce accompagnée de 3 Dragardes en direction de Lee et se fait absorber par Lee. Devant les yeux de Ningirsu. Je sens que Ningirsu, à force de subir mentalement tout ce genre de trucs, il va finir par faire une énorme connerie. Bon, enfin bref. Chapitre suivant, chapitre 8, les grands ténèbres. Ah oui, parce que les Dragardes, ils font leur vie, ils ont été récupérés les objets héritage du monde, ils sont revenus, mais il s'est passé d'autres choses en même temps. Car du côté d'Oram et compagnie, ils sont en train d'essayer d'occuper cette chose tant bien que mal, qui leur tient tête, elle se fout littéralement de leur gueule, mais elle aussi, Lee, elle n'est pas en train de se tourner les pouces, non seulement elle est en train de s'occuper de nos héros, mais en plus de ça, elle fait aussi sa vie. C'est-à-dire que au bout d'un moment, Oram et les autres Croisédia, sauf Imduk, mais Imduk, il est mort quoi. Mais c'est une situation de crise, ils font une sorte de mêlée, vous savez, comme dans rugby, allez, oh bon, allez, ça va pas trop, il va falloir préparer une stratégie parce que là, on s'en prend plein la gueule. Allez. Donc pendant ce temps-là, Lee, bah, elle est en mode je suis revenu, je suis plein de pouvoir, c'est moi l'héritière, je vais vous le prouver, je vais aller chercher les objets héritage du monde, et qu'est-ce qu'elle voit à ce moment-là? Tous les Dragardes qui sont en train de lui foncer dessus. Elle fait des objets héritage du monde, hop, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Oh, ça aussi, c'est pour moi, merci. Et bah, vous avez compris qu'elle est en train de se servir dans tous les Dragardes, avec Ib en dommage collatéral, et du coup, plus elle absorbe de Dragardes, plus elle grossit, elle devient complètement incontrôlable, énorme. Elle fait plusieurs dizaines de mètres de long, hein, c'est devenu un gros serpent, une sorte de fusion
Dragard, d'objet héritage du monde, clé, hein, elle a le pouvoir des clés en elle maintenant. Euh, et du coup, voilà, tu lui donnes sa forme pseudo-draconique, complètement incontrôlable, et à ce moment précis où elle a cette forme, elle a absorbé pas moins de 5 Dragards sur 7, ou plutôt 5,5, voire même 6, hein, parce que pour elle, le calice, héritage du monde, c'est un jeu d'enfance, c'est de là qu'elle vient, donc du coup, bah voilà, vous pouvez voir les autres qu'elle a absorbés, hein, et du coup, Ib s'est fait elle aussi absorber au passage, on n'est plus à ça près, puisque Ib possédait en elle un peu du pouvoir de la clé, hein, on va pas s'en priver, on récupère tout. Donc du coup, elle est hyper contente, elle est en mode, maintenant on va passer à la phase suivante, je vais pouvoir aller combattre les grands ténèbres, mais avant, j'ai besoin d'encore plus de puissance, j'aimerais récupérer toute la puissance, parce qu'elle sait pertinemment que les objets héritages du monde tirent leur puissance du centre de la planète, et va décider de vouloir récupérer toute la puissance qu'elle peut de la planète pour accueillir les grands ténèbres. Vas-y, je t'attends, je vais te péter la gueule. Et du coup, elle va faire un petit geste, hein, et appeler quelque chose venu tout droit de là où était l'armure, cette grosse bestiole, très grosse celle-là aussi, hein, le fameux Deus Ex Roller. Il semblerait que la deuxième petite chose qu'avait fait Lee au niveau de l'armure, finalement, on découvre maintenant de quoi il s'agit. Car je rappelle que j'avais dit au moment où la bataille des crawlers s'était terminée et avant de partir affronter les mecs chevaliers, Lee avait fait deux choses à l'armure. La première, la mettre en stase, mais pas perdre le pouvoir. Ça, c'est Ningirsu qui l'aura piqué après, ou en partie. Et la deuxième chose, eh bien, il semblerait que ça soit de préparer à accueillir cette chose. Et du coup, la chose se positionne pile en dessous de Lee, et cette chose commence à creuser un gros trou. L'objectif, c'est d'atteindre le centre de la planète, ça va ouvrir un robinet géant, et là, elle va pouvoir s'abreuver d'autant de pouvoir qu'elle le veut. Évidemment, il faut absolument empêcher ça, mais au passage, on rappelle que Lee n'a pas récupéré tous les pouvoirs d'objet héritage du monde. Il manque un petit bout, et ça lui plaît pas. Elle veut tout le pouvoir, donc elle va essayer de récupérer ce qui lui manque. Pour le calice, c'est pas très grave, mais pour le pouvoir de l'arc, qui est le seul qui lui manque, ben, il faut aller le chercher. Et il se trouve que le Dragard en question, il est pas bien. Si vous avez bien aperçu, notre ami Dragard qui représente celui qui a fusionné avec l'Arche, pardon, il est pas lui-même. Hein. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, en fait, au cas où vous n'auriez pas remarqué, cette partie-là, ben, il ressemble beaucoup à Imduk. Et il est temps de vous révéler une petite révélation concernant un des Dragards en particulier. En réalité, tous les Dragards n'étaient pas partis. Un seul Dragard a décidé de vouloir surveiller un peu cette civilisation et du coup a décidé de rester sur Terre. Mais attention, il est resté sur Terre mais pas avec tous ses pouvoirs de Dragard. Parce que l'objectif c'est de laisser cette civilisation canalisée et protégée de la force destructrice du centre de la planète. Donc lui il va juste servir de surveillant. Évidemment, va donner naissance plus tard à Imduk, le petit dragon qu'on connaît, possédant quand même quelques pouvoirs, hein, parce qu'on ne sait jamais, au cas où ça tourne mal, il pourrait y avoir une réaction qui permettrait au Dragard de dire « Attention, on a un problème, il faut venir !» Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Seulement voilà, alors que le Imduk que l'on connaît était censé être mort, ben, vous savez, Imduk, le Deus Ex fout la merde, et ben c'est encore le cas. Le Dragard, la partie Dragard, donc la partie draconite divine, revient, constate le problème, mais le problème c'est que Imduk n'est pas vraiment mort et commence à se battre avec sa propre conscience. Le côté Dragard veut prendre le dessus, a réussi tant bien que mal à fusionner avec l'Arche, mais Imduk ne veut pas se laisser faire, il veut rester tel quel, il se souvient encore de ses amis, enfin voilà, bataille mentale, tout ça, et après une lutte acharnée, Imduk arrive à séparer sa partie Dragard de sa partie que l'on connaît. Ce qui fait que ça va donner lieu à deux Imduk. Un Imduk, ben, celui qu'on connaît évidemment, qui a ressuscité, décidément, Imduk,
Des Deus Ex, il y en a beaucoup dans cette histoire. Et de l'autre côté, on a le côté dragarde divin qui n'a pas vraiment son corps de dragon, mais plutôt un truc dégueulasse, issu des pouvoirs maléfiques de l'Arche. Vous comprenez maintenant pourquoi il a cette forme noire. Et Imduk se sépare juste à temps parce que l'instant d'après, Lee a fait « Ah, t'es là !» Hop, et absorbe cette partie-là. Au revoir, merci. Tu n'auras fait ton passage que quelques instants. Donc Imduk, lui, va tranquillement se reposer parce qu'il est complètement fatigué de cette bataille contre lui-même. Hein. Je vous invite à faire l'exercice, hein, essayez de vous battre contre vous-même. Et si vous en sortez en un seul morceau et en pleine forme, c'est que c'était pas vraiment contre vous-même. Il faut se surpasser et plus encore. Hein. Donc du coup, on ne retrouvera pas Imduk dans la prochaine bataille qui consiste à s'occuper de Lee, qui a maintenant tous les objets héritage du monde, la clé en mode « Wouh, allez, on voit plus de puissance !» Et nos amis qui doivent empêcher ça. Ningirsu regarde tout le monde et fait « Laissez-la moi. C'est ma petite sœur m'a dit que je devais m'occuper de Lee, je m'occuperai de Lee. » Donc, vous avez compris que nos amis vont s'occuper du Deus Ex Crawler qui est en train de creuser et qui est sur le point d'atteindre sa destination, alors que Ningirsu va s'occuper de la méchante Fifi qui est là-haut. On va passer outre le côté pas très intéressant du combat entre les Croisédia et cette grosse chose qui, malgré tout, a commencé à bien avoir entaillé la planète au point que l'énergie commence déjà à se submerger alors que Lee est en mode ah oui, ah. Et du coup on retrouve Ningirsu tout seul qui doit occuper Lee par tous les moyens possibles, occuper dans le sens où qu'elle a d'autres chats à fouetter que de s'abreuver d'un pouvoir quasi infini qui va être une énorme connerie. Donc c'est bien, mais Ningirsu, comment il va faire pour s'occuper de cette créature géante? Ok, bon, on rappelle que il a à son actif la fameuse tour, donc il fonce vers la tour. Allez hop, j'ai été capable de transférer l'âme de ma petite sœur dans un corps artificiel. J'ai été capable de créer des robots avec une intelligence artificielle. Je vais très facilement pouvoir me forger une arme quand même dans cet endroit. Donc c'est parti, tremblement, tout ça. Lee se retourne, c'est quoi ce bordel? Et voit que la tour est extrêmement active. C'est pas parce que il n'y a plus les objets héritage du monde que la tour reste inactive. Et j'allais dire une grosse bêtise, je le garde pour plus tard. En attendant, Lee voit ça est complètement furax. Hein, on n'active pas les pouvoirs de la tour comme ça. Il semblerait que la tour l'effraie énormément, surtout quand elle est active comme ça. Elle sait ce que la tour est capable de faire et va vouloir l'empêcher par tous les moyens. Seulement voilà, Ningirsu a forgé son arme, et évidemment une arme qui sait manier le plus possible. Et quoi de meilleur qu'une lance, puisque Ningirsu, on le voit toujours avec une lance, et ben c'est avec, grâce au pouvoir de la tour, il va se forger une lance. Une grosse lance, hein, si je peux dire, une très grosse lance. Et donc au moment où Lee veut l'en empêcher, ben, il se prend un premier coup de mastoc dans la poire. Sauf que ça ne va pas suffire, parce que quand même Lee est très très forte, elle est très très grande, donc il va falloir plusieurs coups. Seulement voilà, la lance est un petit peu lourde, si je peux dire. Hein. C'est un petit corps, hein, donc faut soulever. Donc là c'est un Jen, Ningirsu est là en mode allez vas-y, fais-moi quelque chose là, il faut que je soulève la lance, que je lui pète la gueule, et va se passer ce qui s'est passé. Car je rappelle, l'utilisation excessive d'un pouvoir, notamment des objets héritage du monde, ou de choses qui se résultent des objets héritage du monde, car je rappelle que la tour était extrêmement active grâce au pouvoir de la baguette, donc croyez bien qu'il y a des résidus de la baguette héritage du monde qui en découlent de cette tour, hein. C'est pas parce qu'elle a absorbé les pouvoirs de la baguette qu'il n'y a pas encore quelques... je l'avais bien dit en plus. Résidus, voilà, les pouvoirs de la baguette. En lui, il a les résidus des pouvoirs de l'armure, de la lance et du bouclier. Et voilà, on met les turbines à fond, j'utilise tout mon pouvoir. Et l'utilisation excessive de plusieurs pouvoirs objets héritage du monde n'est pas sans conséquence. Et Ningirsu
va littéralement, à force d'utiliser, être en contact avec la tour Babel, va littéralement fusionner avec cette tour pour en résultat donner cette chose. Quand je disais que Ningersu va faire une grosse connerie, eh ben voilà quoi. Et bah maintenant qu'il a la taille nécessaire pour manier cette grosse lance, croyez bien qu'il va s'y mettre de bon cœur. Et donc bah là, Lee s'en prend littéralement plein la figure. Elle doit avoir plein de pouvoirs. Ben, il semblerait que Lee n'a pas que ça à faire que absorber les pouvoirs. Elle doit la maintenir, la contrôler. Et Yaningirsu, qui l'occupe. Hein, il fait bien son travail. Il a dit d'occuper Lee, et ben là il l'occupe. Et malheureusement, Lee a déjà bien été abreuvé de ce pouvoir qui surgit de cet énorme trou. Mais là, elle est surpassée par l'intervention de Ningirsu géant Tour Babel. Et à ce moment-là, elle tombe littéralement au sol. Elle est partiellement sonnée. Et c'est à ce moment-là que notre cher ami Justicia, le seul dragarde qui était complètement négligé par Lee, parce que Lee, par défaut, maîtrisait extrêmement bien les pouvoirs du calice, et sachant que Ib et Oran maîtrisaient extrêmement bien les pouvoirs du calice, ça c'est juste un petit résidu qui reste pour elle, comme les résidus qu'il y avait au niveau de la tour et de nos chers personnages. Mais voilà, elle est au sol. Justicia fonce vers le corps de Lee qui est un petit peu sonné et en profite pour récupérer Ib dans son corps. Donc, Ib sort du corps de Lee du coup, et le Dragard va apposer une bénédiction à Ib, comme fusionner aussi à leur tour, hein, puisque Justicia reconnaît Ib comme étant celle qui a le mieux manipulé les pouvoirs du calice, et va pouvoir lui prêter sa force, dont le résultat suivant. Et évidemment, Ib n'est pas revenue les mains vides, car elle est en possession de la clé. Et c'est ça, justement, le fait que quand elle disait à Ningirsu, occupe-toi de Lee pendant que je m'occupe d'elle, en fait, elle voulait dire, essaye de faire patienter Lee par tous les moyens de l'occuper, pendant que je vais m'occuper de Lee de l'intérieur en récupérant la clé qu'elle a absorbée. Et du coup, mission accomplie, Ib ressort, elle s'est pas sacrifiée, elle a tenu, on va dire, sa promesse en quelque sorte, et maintenant, il faut redescendre sur Terre, parce que là, le trou, il est fini, l'énergie qui en dégage est excessive, et elle va essayer de calmer tout ça. Mais trop tard, Lee a beaucoup trop absorbé les pouvoirs de ce qu'il y avait au centre de la planète. Seulement voilà, un trop d'excès de pouvoir, plus le fait qu'elle ne possède plus la clé pour tout contenir, elle devient extrêmement instable. Et du coup, elle évolue, on va dire, comment expliquer imaginez un être humain qui est en train de fondre, voilà, c'est ça. Radioactivité absolue, elle commence à devenir tout gluant, puis commence à se transformer en boule d'énergie, mais il y a quand même quelques trucs sur les côtés. Voilà, c'est à peu près à ça qu'elle ressemble maintenant, notre Shirley. Après l'intervention d'Ib, d'avoir stoppé avec les autres, nos fameux équipes Croisédia, de ce Deus Ex qui est maintenant inactive. Ce problème est réglé. Mais comme vous pouvez le constater, il y a un autre problème. Lee s'est changé en grosse boule que je peux pas plus décrire qu'en vous montrant cette image. Et cette chose, elle est très instable. Parce que, il semblerait que Lee n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. Elle n'a plus les pouvoirs de la clé. Et ce qui se passe, ce qui devait arriver, arriva. Cette chose est en train de exploser dans tous les sens et commencer à détruire la planète, si ce n'est l'univers. Donc nous arrivons à ce moment clé, si je puis dire. J'ai pas fait exprès de jouer sur les mots, mais nous arrivons à cet instant enfin de la prophétie où on a devant nous, et ça je peux vous le confirmer, c'est bel et bien les grands ténèbres qui ont fini par surgir, et il n'y a pas d'héritier. Enfin si, la clé est toujours là. Maintenant il va falloir choisir
un élu. Donc voici les potentiels candidats. Je rappelle que Ningirsu vient d'utiliser toute sa puissance pour stopper Lee, donc il est un peu sur le banc de touche. En attendant, Imduk a eu le temps de reprendre ses esprits, c'est pour ça que j'avais dit reposer, mais c'est mieux d'employer le terme, reprendre ses esprits, se regroupe avec nos amis. Ib a fini par aider les autres de s'occuper de ce Deus Ex, et maintenant, ben, il y a ça qui commence à péter dans tous les sens, le monde est menacé, il faut faire vite, prenons un volontaire, un grand héros doit aller affronter ces grands ténèbres, et ben, très rapidement, le seul guerrier capable de utiliser les pouvoirs de la clé correctement, ben, c'est Oram. Donc tout le monde se regroupe, et c'est un peu la scène du Genki Dama, hein. Tout le monde donne leur force à Oram, donc Oram sera choisi en tant que l'héritier, entre guillemets. Ib file la clé qu'elle a subtilisée à Lee. Imduk utilise ses pouvoirs de dragon pseudo-dragarde. Les membres Croisédia filent toute la puissance résiduelle de la couronne en eux. Et Oram repense à un petit flashback de Bleu Ciel qui avait donné sa force et de sa maîtrise qu'il a appris de toutes ces années pour accumuler toute la puissance. Et c'est le grand S, cette fois il y a beaucoup de puissance qui doit être contenue et que Oram doit maîtriser très vite parce que ça là-haut c'est en train de tout péter et ça va pas les attendre. Donc quelques instants plus tard, Oram et tous nos amis arrivent enfin à créer cette énergie. Il y a un énorme boost voilà, Super Saiyan 18 qui vient de surgir, hein, si je puis dire, car Oram change de forme et devient officiellement l'héritier et va très rapidement foncer vers ces grands ténèbres et décide de s'attaquer directement à la source en allant directement vers le noyau. On en arrive enfin au chapitre final, fin et renouveau. Donc voilà, on a passé tout ce qui était parti en couille, ça y est. Ouf. On va reprendre quelque chose d'un peu plus stable. Parce que là, les dernières cartes que j'ai à vous montrer, c'est assez linéaire, donc ça devrait aller maintenant. Donc, on retrouve Oram à l'intérieur du noyau de cette grosse boule d'énergie. Et ben, effectivement, cette boule d'énergie absorbe la lumière, donc il fait extrêmement sombre. Excusez-moi du petit rototo, je reprends. Donc, Oram est rentré dans le noyau, il fait plutôt sombre. Enfin sombre, il n'y a que sa lumière bleue là qui arrive à le guider à l'intérieur de l'œil de l'ouragan. C'est une sorte d'œil d'ouragan si vous plaisez, mais sphérique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est calme, c'est silencieux et seule sa lumière surgit. Il va essayer de chercher quelque chose au milieu de cet œil qui pourrait permettre de créer une instabilité dans cette instabilité pour que ce truc s'effondre sur lui-même sans exploser l'univers, ou plutôt la planète pour eux. Pour nous, on sait pertinemment que c'est le début de la fin de l'univers. Et il va découvrir que ce n'est finalement pas la seule source de lumière qui en dégage. Oram n'est pas la seule source de lumière. Il y a une autre petite source de lumière un peu plus loin. Il s'y approche et il va découvrir une personne, une jeune femme, complètement apeurée, complètement dépassée par les événements et complètement effrayée. Oram fait très vite le rapprochement de tout ce qui s'est passé et va reconnaître cette personne, car cette personne n'est autre que Lee. Regardez bien ses oreilles en passage parce que j'aurai quelque chose à dire et justement on va y venir. Je pense qu'il est peut-être temps de vous parler de Lee un peu plus en détail par rapport à ce que l'on connaît jusqu'à maintenant. Petit entracte, interlude, la malédiction de Lee. Et oui, ce que je vais vous raconter là, ben c'est son histoire à Lee. L'histoire de Lee avant la grande catastrophe. Parce que oui, Lee a toute une histoire. Comment ça se fait que Lee, notre chère petite fée, a pour but de devenir elle-même l'héritière, veut plus que tout au monde devenir justement l'héritière, fait complètement n'importe quoi et se rend compte qu'elle a fait une énorme bêtise. Oui, parce que Lee n'est pas si méchante que ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc rappelez-vous, on est avant justement la grande catastrophe, on est vraiment quelques instants avant la grande catastrophe, et nos scientifiques étaient en train de construire les êtres artificiels.
Parmi ces scientifiques, il y en a une qui va quand même se démarquer un peu des autres. Et cette scientifique, c'est Lee. C'est pour ça que je l'avais caché pendant un petit moment quand je vais présenter la carte. J'ai plutôt montré la clé et la machine. Je voulais pas vous montrer les scientifiques parce qu'on reconnaît le lion, le gnome et l'elfe. La seule personne qu'on n'arrive pas à reconnaître, c'est lui. On n'a rien du tout à ce sujet. Par contre, elle, oui, c'est bel et bien Lee. Je vous confirme ça, puisque, comme vous pouvez le constater, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a vu lorsque Oram rencontre elle dans le noyau. Donc, Lee, par rapport aux autres scientifiques, elle a un don particulier. C'est celle dans l'équipe qui a été capable de mieux comprendre la puissance, l'aura, je vais dire l'aura parce que j'aime bien dire l'aura, qui en découle de tous les objets héritages du monde. Il faut savoir qu'à ce moment précis, les objets héritages du monde existaient déjà depuis très longtemps. Comme je l'ai dit, ce sont à la base des sortes de preuves comme quoi il y a des veines d'énergie et qu'il faudrait s'en servir comme catalyseur, etc. Des sortes d'artefacts. Et ces artefacts ont soit évolué, soit ils avaient déjà cette forme. Et il se trouve que Lee, elle sait très très bien manipuler les pouvoirs de ces objets. Elle est quasiment en symbiose parfaite avec ces objets. Elle est capable de prendre une partie de l'énergie d'un de ces objets et de le placer ailleurs. Ce qui va lui venir comme idée de de créer, on va dire, à l'aide des autres scientifiques, des sortes de générateurs, ces fameux cristaux, que je voulais pas trop rentrer dans les détails jusqu'à maintenant parce que voilà quoi. Ces fameux cristaux que vous comprendrez maintenant pourquoi la première chose que fait Lee quand elle a combattu les mecs chevaliers, c'est de récupérer ces cristaux pour pouvoir les manipuler et les transformer. Parce que Lee, comme je viens de le dire, a été capable de récupérer l'énergie d'un objet héritage du monde, partiellement ou complètement, et de les transférer sur n'importe quoi, notamment l'idée de créer des générateurs. Générateurs qui vont servir à faire fonctionner tous les mecs chevaliers sans exception. Même pour le pseudo héritier étoile du matin, car lui on lui a fait son générateur à partir de la clé. Seulement voilà, Lee, même si elle appréciait particulièrement cette idée, elle est complètement contre l'idée du fait que l'héritier soit un être artificiel. La prophétie dit qu'un héritier doit arriver, et bizarrement, Lee est actuellement l'une des rares êtres de cette planète dans l'histoire à avoir été capable de manipuler les objets héritages du monde. Donc du coup, elle se revendique l'héritière, elle se dit oui, vous avez vu, je suis capable de faire ce que normalement l'héritier est censé faire avec la clé, et moi je le fais sans la clé. Donc est-ce que c'est pas une preuve comme quoi je pourrais être l'héritière et que je pourrais combattre moi-même les grands ténèbres? Et du coup, comme démonstration, elle voulait utiliser juste les pouvoirs des objets héritages du monde pour créer ces mecs chevaliers et de ne pas créer celui qui doit manipuler la clé. Bien que les scientifiques étaient assez pour, ils lui ont proposé de faire un test avec la clé. Malheureusement, bien qu'elle est capable de manipuler les pouvoirs d'un objet héritage du monde sans les pouvoirs de la clé, elle a du mal avec, elle n'est pas en symbiose, ça marche pas très bien. Ce qui fait que les autres scientifiques concluent que la clé la rejetait et que par conséquent elle n'est pas l'héritière. Et ça va la machiner pendant extrêmement longtemps. Elle ne désapprouve pas totalement l'idée puisqu'elle va quand même utiliser les pouvoirs des objets héritage du monde, créer justement ces fameux joyaux qui permettront aux autres scientifiques qui eux construisaient les robots de pouvoir faire fonctionner ces machines. Ce qui devait arriver arriva, hein, évidemment, donc programmation, étoile du matin, tu détruis tout ce qui fait source des grands ténèbres, et étoile du matin est en train de tout péter. Il est là, il est méchant, il est en train de tout casser. Et du coup, les autres scientifiques commencent à vouloir se dire, on va vaincre le mal par le mal, on va activer les autres mecs chevaliers, on va le combattre. Et Lee s'y oppose fermement. Les autres mecs chevaliers viennent des objets héritages du monde. Vous avez vu le résultat qu'on a fait avec celui avec la clé. Si vous réveillez les autres, il y a de fortes chances que ça part en cacahuète et qu'on ne puisse plus rien y faire. Déjà que le monde est menacé, ça rajouterait un peu plus d'épines
Là où, enfin, vous m'avez compris quoi. Ce serait encore plus la merde quoi. Mais malheureusement, les autres scientifiques en ont strictement rien à foutre. Décidément, Lee, elle est incomprise. Et les mecs chevaliers partent en train de combattre l'étoile du matin. Lee comprend très vite que les pouvoirs de la clé contre les mecs chevaliers, c'est pas très équilibré comme combat. L'étoile du matin va finir par avoir le dernier mot et l'avantage. Et elle se dit, je vais vous prouver que je suis quand même l'héritière. Je suis capable de combattre des crises comme celle-là, puisqu'après tout, si je suis capable, si je suis l'héritière qui doit combattre les grandes ténèbres, ça doit être juste du pipi de chat pour moi. Donc je vais vous prouver que je suis capable de combattre ce truc easy. Et pour cela, elle va faire dans son coin un plan B, si je puis dire. Donc là, je tiens à préciser qu'au moment précis où elle fait son plan B, les mecs chevaliers sont déjà en train de combattre Étoile du Matin. Mais elle abandonne pas. Elle va partir en direction du Calice du Monde et va utiliser son don particulier de manipulation des pouvoirs des objets héritages du monde pour faire une démonstration de force. Et donc elle va décider d'utiliser toute la puissance du Calice pour créer un énorme rayon en direction d'Étoile du Matin. Le fameux rayon que je vous ai parlé lors de l'interlude sur justement ce combat entre ces mecs chevaliers. Donc vous avez compris que son plan va fonctionner, mais comme je l'avais dit pour Ningirsu, et là vous avez la preuve dans son histoire, l'utilisation excessive d'un objet héritage du monde n'est pas sans conséquence. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand on abuse d'un pouvoir héritage du monde? On finit par un effet secondaire qui s'appelle une pseudo-fusion. Et notre cher Lee, la scientifique, voit son corps complètement désintégré et son esprit fusionné avec le calice, qui va donner naissance à Lee sous forme de fée. Un mal pour un bien, c'est une pseudo-victoire. Grâce à ce rayon, mais ça elle ne le savait pas encore, le mec chevalier a été vaincu et par conséquent, Lee va passer à l'étape suivante. C'est un effet secondaire, il faut le rattraper. Mais elle trouve quand même qu'elle est en symbiose parfaite avec le calice du monde et donc va commencer à faire quelques expérimentations. Donc elle va utiliser un grand rayon, elle va essayer de faire autre chose. Mais cependant, la première chose qu'elle va constater, c'est qu'elle va se sentir un aura de calice, du calice ailleurs. Et elle va se rendre compte très rapidement que elle aussi va être surveillée. Car je rappelle que parmi les mecs chevaliers, il y a Bleu Ciel. Et malheureusement, les manipulations de Lee sur le calice, c'est pas resté à l'oreille d'un sourd, si je puis dire. Et donc Bleu Ciel est au courant que il y a quelque chose dans le calice qui perturbe et qui active ses pouvoirs. Il fait le rapprochement comme quoi c'est Lee et va vouloir intervenir au début de lui-même, mais Lee a décidé de se faire extrêmement discrète. C'est pertinemment que si jamais Lee utilise ses pouvoirs, ça va tirer la sonnette d'alarme. Donc Lee a décidé de se faire extrêmement discrète et d'attendre son heure. Par conséquent, Bleu Ciel, voyant pertinemment que Lee se tient tranquille, comme dans sa programmation d'origine, il va pas s'en occuper, mais va mettre en garde ses frangins que Lee peut surgir à tout moment et va vouloir combattre les grands ténèbres. Cette pseudo-elfe qui est issue de ce monde et donc possède en elle les grands ténèbres, qui n'a pas sa place pour combattre les grands ténèbres, veut absolument intervenir. Le jour où elle va vouloir intervenir, il faudra l'en empêcher. Je surveille les vibrations que émet le calice du monde, et si jamais elle commence à émettre un peu trop fortement, je vous préviendrai. Voilà à peu près ce qui s'est passé. La suite, vous la connaissez, il y a eu plusieurs années dans lesquelles Lee a dû se faire discrète avant d'être activé par mégarde par nos fameux héros, à savoir Ib, Ningirsu, Oram et Imduk, et Lee va faire quelques démonstrations grâce à Ib et grâce au fait qu'elle a récupéré la clé à travers Ib. Pour l'instant, au moment où Lee s'est libéré, a commencé à vouloir activer ses pouvoirs, Bleu Ciel l'a remarqué, mais c'était encore plutôt insignifiant. C'était un premier signe, mais c'était pas encore apprêté à avoir de l'attention.
Cependant, vous avez compris qu'il y a eu après la bataille des crawlers, et pendant la bataille des crawlers, ben, le pouvoir du calice c'est wouh, it's over 9000 encore. Et du coup là, Bleu Ciel il peut pas laisser ça faire, hein. Surtout que là les pouvoirs du calice sont vénères, mais ils sont proches d'un autre objet héritage du monde. Et du coup, ben Bleu Ciel prévient ses frères, il dit il y a un problème au niveau de l'armure. Ce que, au niveau du mec chevalier de l'armure, constate que oui, par rapport à d'habitude, il y a un problème au niveau de mon armure. Jusqu'à maintenant, mon armure, bah, c'était des petits crépitements, des parasites, ça allait pas plus loin. Moi, je laissais faire parce que ils s'occupaient pas des grands ténèbres, hein, ils faisaient leur vie, à savoir exterminer les humains pour avoir des protéines, une source d'énergie, hein. Donc ça, c'est pas dans la programmation des mecs chevaliers. Par contre, les pouvoirs du calice, on rappelle qu'Ali veut devenir l'héritière, donc faut l'en empêcher. Donc, ils sont partis au niveau de l'armure et va arriver un quiproquo en kidnappant Ib. Car, au cas où vous l'auriez pas remarqué, Mélie ressemble quand même pas mal à Ib. Et si vous avez fait attention, parce que je ne l'ai pas montré au niveau de la carte, parce que ça ne concerne pas l'histoire, revenez rechercher la fameuse carte dans laquelle Ib se fait kidnapper par les mecs chevaliers. Lee est juste à côté, en tout cas son aura. Et donc du coup, il y a eu quiproquo, mais ça a permis aux mecs chevaliers de récupérer la clé, et la suite, vous la connaissez. Donc nous revenons là où on en est. Donc Oram, et vous le savez maintenant, c'est bien Lee, hein, je vous l'ai dit. Complètement apeuré, complètement dépassé par les événements. Et je répète, je trouve que ce serait une elfe et non pas une humaine parce que ça se voit au niveau de ses oreilles. À vous de voir. Moi j'accepte le fait que Lee soit une humaine ou une elfe. Pour moi c'est plus une elfe à cause des oreilles, mais sinon voilà. Si vous trouvez raciste que je dis t'as des oreilles d'elfe, désolé. Enfin bref, en tout cas, Lee, voilà, ben, vous avez compris que elle avait ce don, c'est tout ce qu'il fallait, donc elle n'est pas si méchante que ça, et là elle est complètement apeurée, comme une elfe, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand un être humain voit que c'est hors de contrôle et que c'est prêt à partir en cacahuète, que toute la planète va être détruite? Ben, on est paniqué, on est attristé, on est responsable de tout ça. Malgré tout, elle fait de son mieux parce qu'elle essaye de contenir, blottir toute la puissance qu'elle peut, mais c'est pas suffisant, hein, hors de contrôle. Et voit Oram se sent menacée, hein, donc elle fait carrément à Oram tout ce que je voulais, c'était devenir l'héritière. Je savais très bien manipuler les pouvoirs des objets héritage du monde. Pourquoi ça en est fini comme ça? Ne m'approche pas, je n'ai rien fait de mal. Oram sent dans les émotions de Lee qu'elle est sincère, que c'est pas une méchante, elle voulait pas être méchante pour détruire le monde, elle voulait juste faire son devoir, ce qui est juste, et quitte à avoir fait le mal autour d'elle. Évidemment, Oram lui fait comprendre ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te tuer. Il pose son épée sur le côté, comme vous pouvez le constater, et la conversation va évoluer à merde, je l'ai plus, je suis désolé. Donc la conversation va évoluer au point où Lee va avoir un choix à faire. C'est à Oram qui lui laisse le choix à Lee. Soit elle coopère, soit elle ne coopère pas et laisse faire cette catastrophe et donc détruire l'univers. On sent que le choix que doit faire Lee, pour une fois, c'est une des rares fois où on le voit dans le lore. Le choix de Lee se décrit très bien sur la description de la carte. Qui dit envoyer un monstre lien contrôlé par votre adversaire au cimetière. Donc le monstre lien, c'est Oram ou Avramax si vous préférez. Ou alors bannissez les 7 cartes héritage du monde depuis le cimetière et ajoutez un monstre cyber depuis votre deck à votre main. Ça c'est l'autre choix que devra faire Lee, à savoir utiliser les pouvoirs des objets héritage du monde pour créer une sorte de Deus Ex avec l'aide d'Oram évidemment parce que seul elle n'y arrive pas. Mais Oram possédant la clé et tout ça, vont unir leurs forces à l'intérieur de ce noyau pour calmer un peu le jeu. Du coup, notre ami Lee, du coup ami cette fois, à nouveau depuis très longtemps, accepte le choix que Oram l'aide à calmer le jeu, et du coup, les 7 objets héritage du monde au cimetière, voilà, avaient pour but d'invoquer Avida.
Ça, c'est dans notre gameplay. Dans la réalité, voilà ce que voient nos amis Ib et Croisédia, et Imduk du coup, et aussi Ningersu, parce que Ningersu est encore vivant, hein, faut pas l'oublier. Et du coup, ben, la grosse boule instable va prendre une forme un peu étrange, hein, une sorte d'épée géante, hein, ou une sorte d'Avramax bizarre. C'est un peu le mélange d'un gros truc, une grosse lance, une épée, le bouclier d'Avramax. On sent que après quelques réflexions, Ib sourit en disant ah, il semblerait que Oram ait réussi. Et pour confirmer tout ça, cette chose utilise toute la puissance contenue dans le centre de la planète pour créer, pour dégager toute la puissance ailleurs, le plus loin possible et en faisant le moins de dégâts possible. Donc, grâce à ça, l'univers, enfin, pour eux la planète, mais pour nous on sait que c'est l'univers, a été sauvé. La source de destruction n'aura détruit, créé une sorte de cosmos spécial, donc ou peut-être si vous préférez un pouvoir destructrice a été activé par Oram et Lee pour faire plutôt un pouvoir de création plutôt que de destruction. Et du coup, voilà, donc rayon magique. Suite à ça, toute la puissance s'est dégagée, Lee et Oram n'ont plus de pouvoir, et la chose va commencer à nouveau à rétrécir, hein, puisque c'est la puissance qui faisait grossir Lee, cette puissance n'étant plus là, elle s'y dégage. Et la chose commence à rétrécir de plus en plus, avant de se transformer en épée. Cette fois, la prophétie est réalisée pour de bon. Les grands ténèbres qui devaient être combattus ont été vaincus. La clé est devenue une épée. C'est cette forme-là que devait avoir la clé à la base d'après leur prophétie, non pas toutes les autres où j'ai dit la clé est devenue épée, etc. Non, cette fois c'est la bonne. La clé est effectivement devenue épée, même si c'était pas dans la prophétie originelle. L'héritière n'est autre que le Ib, puisque la lame va tomber tout doucement. C'est un truc de shonen, ça, je vous l'ai dit. Hein, c'est très scénarisé tout ça, donc l'épée va rétrécir et va descendre petit à petit. Et c'est Ib qui va récupérer la lame pour devenir l'héritière. Et son armée, constituée des Croisédia, de Imduk, son dragon gardien protecteur de la prêtresse, et cette fois dragon protecteur de l'héritière, et enfin de Ningersu, un titan mécanique de 30 mètres de haut. Je suis désolé, mais voilà, quand j'ai dit que Ningersu a pété un plomb et les effets secondaires, ben voilà, on a ce qu'on mérite hein, au bout d'un moment. Hein. Notez quand même que la notion de grand frère n'a jamais été aussi premier degré. Hein. En tout cas, c'est quand même pratique pour les discussions diplomatiques. Hein. Parce que Ib est là en mode ouais, alors j'aimerais bien faire ça. Et là, les autres, oh, pas trop. Et là derrière, t'as le grand Ningersu, 30 mètres de haut, qui fait ma petite soeur, elle a dit qu'on ferait ça, alors on fait ça. Et les autres, oui, 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 oui. Pas de problème. Désolé parce que c'est la version secrète, mais vous pouvez apercevoir Ib qui est en train de grimper sur l'épaule de Ningersu. Vous noterez au passage, allez, c'est pour vous, c'est cadeau, que la cape qu'elle porte, c'est la cape que portait Ningersu, si vous êtes attentif. Et vous noterez le fameux ruban que vous avez vu sur la carte quand Ningersu l'a mis en cuve et que Galatella portait au niveau en telle des barrettes. J'ai pas fait attention si en tant que Ib du tout début de l'histoire elle attachait ses cheveux avec ce ruban. Me dites pas pourquoi ce ruban est devenu géant, hein. À moins qu'elle l'a fabriqué. Enfin. Après tout, elle possède les pouvoirs de la clé. Hein. Et donc par conséquent, telle la prophétie originelle, notre amie héritière et son armée vont commencer à reconstruire tout l'univers, à commencer par cette planète. Fin. Enfin, fin. Non, vous n'êtes pas tout à fait, pas fin. Il manque encore. J'ai peut-être oublié quelque chose. Vous vous souvenez du petit crawler là? C'est vrai qu'on l'a pas vu lui depuis la séparation avec Oram. Ben, comme j'ai dit, il avait un truc à faire lui aussi. Et il a été chercher quelque chose. Et il semblerait qu'après il l'ait trouvé parce que notre cher crawler lui aussi, comme un bon gros shonen, va avoir lui aussi son power-up. Donc notre crawler a bien changé depuis qu'on l'a vu la dernière fois, puisqu'il va prendre cette forme-là.
et aura pour objectif plus tard d'aller rejoindre son ami Oram, qui au passage est devenu une épée, avec l'esprit de Lee dans cette épée, parce que oui, Oram est toujours vivant, et quand cette chose va voir Ib porter Oram, va décider de rejoindre Ib dans son armée, donc devenir son compagnon de voyage. Et oui, c'était donc ça. Donc il est venu récupérer ça, hein, et part récupérer, retrouver Oram, comme si l'esprit d'un vieil ami voulait absolument rattraper ses fautes, et en guise de remerciement, Oram lui aurait laissé une seconde chance. Voilà, cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la fin du lore héritage du monde, en tout cas tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, hein, toutes les cartes jusqu'à aujourd'hui en tout cas, je rappelle début décembre. J'espère que mon histoire vous a plu, hein. Je répète encore une fois, il s'agit de ma version, et comme vous pouvez constater, il y a encore pas mal de points à éclaircir, quelques erreurs aussi que j'ai commises, mais ça c'est plus ou moins volontaire dans le sens où il fallait quand même une histoire plutôt correcte, hein. Comme je l'ai dit, les chapitres concernant l'arrivée des Dragardes jusqu'à le cliffhanger héritage du monde, quand Oram fonce vers cette grosse boule, tout ce qu'il y a entre les deux est très difficile à décortiquer. Il y a plusieurs versions, notamment le fait par exemple que Lee n'a pas utilisé les pouvoirs du calice mais qu'elle a été punie, voilà, c'est une autre version, que les Dragardes en fait sont nés en réaction des objets héritages du monde et non pas sont partis chercher les objets héritages du monde, puisque finalement il y a une autre version qui dit que les objets héritages du monde ne sont ni plus ni moins que les dragons transformés. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une version et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était enfin le lore héritage du monde. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre quelques arguments supplémentaires aux commentaires concernant quelques détails que j'aurais peut-être oubliés, ou d'autres détails dans lesquels vous seriez contre, mais comme je l'ai dit, c'est ma version, voilà, c'est verrouillé, fin d'histoire de mon côté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que oui, je vais faire d'autres histoires, alors pas aussi long que celui-là parce que franchement c'était un travail de titan, et je suis quand même désolé parce que j'ai vu que j'ai quand même pas mal bafouillé pendant l'histoire. Faut croire que cette deuxième partie je la maîtrise un peu moins, bien que j'y ai travaillé, je vous jure, j'ai fait tout mon possible pour mémoriser le maximum de choses concernant l'histoire pour en faire quelque chose de potable, mais il y a des phrases qui veulent pas sortir correctement, j'aurais dû mettre quelques anti-sèches, hein. Mais bon, j'espère que vous n'en voudrez pas. Mais je ne fais pas seulement que des lores, je fais aussi des présentations d'archétypes, enfin je les décortique moi-même, hein, ça c'est l'autre version des à travers les cartes, hein, c'est le but de cette émission. Et je fais aussi des ouvertures ainsi que quelques actualités et des points collection. Voilà, ceci était le lore héritage du monde, et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle histoire où normalement le prochain épisode à travers les cartes va être un épisode un peu plus classique, mais j'en dis pas plus. Allez, sur ce, ciao ces gens.